Bon, bah du coup, bienvenue, bonsoir, sur cette petite conférence sur les techniques d'analyse. Donc, comme expliqué avant, on va voir un petit peu les différents types d'analyse disponibles pour analyser des drogues principalement, mais globalement, ça peut s'étendre à toutes sortes de produits chimiques. C'est quand même axé pas mal de drogues parce que c'est ce qui nous intéresse en soi à Nuit Blanche. Mais c'est des techniques qui sont utilisées très couramment sur énormément d'autres types de molécules, aussi bien des petites molécules comme des molécules aromatiques, comme des protéines entières. Enfin bon, bah, c'est assez variable et les techniques sont assez intéressantes parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de possibilités de modulation de ces techniques et on va comprendre les concepts principaux et les techniques qui sont les plus utilisées. Mais en fait, il y a toujours moyen de modifier des petites parties sur les appareils pour modifier en fait complètement le spectre de molécules qu'on peut analyser avec et puis aussi des fois aussi la qualité en fait des résultats. Du coup voilà, on va s'attaquer un petit peu avec des concepts de base genre très simples de qu'est-ce que des trucs importants en fait dans la chimie analytique. Le premier concept vachement important à comprendre, c'est qualitatif et quantitatif. C'est assez simple en soi, mais il faut vraiment que ce soit bien compris. Du coup, le qualitatif, en fait, ça va être bah, comme son nom l'indique, de qualifier une ou plusieurs molécules. Donc, en fait, on va avoir des résultats qui vont nous dire, par exemple, ça va nous donner en fait des caractéristiques de molécules. À partir de ces caractéristiques, on pourra du coup les interpréter différemment pour, si possible, réussir à retrouver une molécule ou un set de molécules qui pourrait correspondre du coup à l'information qu'on va recevoir une fois qu'on aura fait l'analyse. Donc voilà, c'est le but, c'est ça qu'on entend par qualitatif. Donc en fait, le qualitatif n'est pas forcément quelque chose de noir ou blanc. Une analyse, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement parler d'analyse purement 100% qualitative. On peut se rapprocher du 100%, mais sur la grande majorité des techniques, il y aura toujours une petite marge d'erreur en termes qualitatifs. Donc ça permet en fait, faut vraiment voir ça comme une sorte de spectre, on va dire. Et plus ce spectre de molécules possibles en fait pour un certain échantillon est réduit, plus la méthode est qualitative. Mais voilà, à proprement parler, il n'y a pas de méthode qualitative ou pas qualitative. C'est juste qu'on essaie de réduire ce spectre et du coup voilà, pour arriver le plus proche possible de enfin une molécule qui pourrait correspondre à un analyte. Si on a une matrice simple avec seulement un échantillon et une seule molécule dedans. Et pour le quantitatif, du coup, ça c'est, bah, comme son nom l'indique aussi, ça va en fait prendre en compte la quantité qu'il y a dans l'échantillon. Donc, généralement, c'est pas donné en quantité absolue, ça va généralement être donné en termes de pourcentage. Et là, pareil que le qualitatif, avec le quantitatif, c'est pas non plus noir ou blanc. Il y a des méthodes qu'on appelle semi-quantitatives, c'est-à-dire qu'elles vont nous donner un certain spectre avec plus ou moins de. Un certain spectre, par exemple, on va dire 50% avec une variance de plus ou moins 10%. Donc ça veut dire que normalement, c'est compris entre 40 et 60%. Voilà. Et plus cette variance va être petite et plus la méthode sera quantitative. Ça veut dire qu'elle sera précise en fait à quantifier certaines quantités d'analytes. Voilà. C'est deux concepts assez indépendants, donc il y a des méthodes qui peuvent être purement quantitatives, par exemple une balance, ça va être purement quantitatif. On va pouvoir savoir la quantité de ce qu'il y a, mais on ne sait pas du tout du coup la qualité de ce que c'est. Et des méthodes qui sont purement qualitatives, qui ne permettent pas de savoir du coup la quantité de ce qu'il y a, mais très exactement ce que c'est. On va voir un petit peu tout ça. Du coup, voilà. C'est deux concepts qui sont séparés, mais qui sont vachement importants. Et du coup, idéalement, il faudrait une méthode qui soit le plus qualitative et quantitative possible. Malheureusement, ça n'existe pas réellement. Et du coup, on est obligé de faire tout le temps un petit peu des compromis et d'utiliser plusieurs techniques qui se complémentent plus ou moins bien. Du coup, voilà pour la partie qualitatif-quantitatif. Un autre truc qui est important, un concept un peu plus simple, c'est destructif et non destructif. Parce qu'en fait, bah, en chimie analytique, on va analyser des échantillons qui peuvent être des drogues, qui peuvent être d'autres types de molécules. Et en fait, ces échantillons, dans certains procédés de chimie analytique, vont être détruits. Et dans d'autres procédés, ils ne seront pas détruits. Et du coup, c'est ce qu'on appelle destructif et non destructif. Et en fait,
faut faire un petit peu. Bon, on verra avec des exemples après, mais on verra qu'il y a quand même une non destructif ne veut pas forcément dire qu'on récupère l'échantillon à la fin. On peut avoir une méthode non destructive, mais simplement l'échantillon il va être tellement dilué dans des solvants ou tellement mélangé avec d'autres trucs que à la fin, bah oui, il n'est pas détruit, mais c'est juste qu'on va pas le récupérer. Et c'est pour ça que des fois on utilise des techniques qui sont non destructives, comme par exemple la HPLC, pour analyser des produits, mais on va pas rendre les échantillons aux gens parce qu'ils sont dans des solvants, des solvants généralement toxiques, comme du méthanol par exemple notamment. Et du coup, on va pas leur filer un vieux flacon de méthanol avec un petit peu de leur vieux tasse dedans. Enfin voilà. Donc, ouais, effectivement, par exemple, la HPLC est non destructive, mais dans la majorité du temps, à part un certain cas qui est pour l'infrarouge, c'est comme du destructif au final parce qu'on va généralement pas récupérer l'échantillon à la fin. Après, voilà, les quantités sont minimes. Sur une quantité aussi importante du coup parce qu'effectivement si c'est une méthode qui est destructive mais qui prend très très peu d'échantillons, quelques nanogrammes ou même quelques milligrammes. La plupart du temps, ce ne sera pas un problème. Et du coup, on s'en fiche un petit peu qu'elle soit destructive ou non destructive, ça ne change pas réellement grand-chose. Du coup, voilà. Et puis, les autres parties, c'est la dernière définition qui est séparative et analytique. Là aussi, c'est des trucs qui sont souvent un peu confondus. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de séparatif pour l'analytique et inversement. En fait, une technique séparative ne donne en tant que telle généralement pas spécialement des informations sur la composition. On peut à partir d'une séparation dire qu'il y a plusieurs échantillons par exemple. Donc si on prend une matrice, donc je sais pas, une cocaïne coupée, et qu'on a envie de faire une CCM dessus, et ben du coup on va voir qu'en fait il y aura plusieurs petits tas qui vont se former. Donc voilà, mais c'est une technique séparative et on peut la considérer comme analytique, mais on va généralement pas la considérer en soi comme analytique parce qu'on a juste séparé des échantillons. Le mieux à faire la plupart du temps dans toutes les techniques qu'on utilise, dans quasiment toutes les techniques qu'on utilise, peut-être mis à part la CCM, et ben en fait on a une partie de l'appareil qui va faire une séparation et une autre partie de l'appareil qui va faire une analyse une fois que le produit est séparé. Et grâce à ça, en fait, on a des bien meilleurs résultats, beaucoup plus intéressants, parce que si vous analysez un échantillon en entier, vous n'allez pas forcément réussir à déterminer de quoi il est composé. Donc c'est cool de le séparer d'abord, et ensuite d'analyser chaque échantillon, plutôt que d'analyser l'entièreté, et du coup on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. C'est un peu comme si on vous donne du vert, vous pouvez dire que c'est du vert, mais si vous le séparez avant, vous pouvez savoir qu'il y a du bleu et du jaune, et du coup c'est quand même plus intéressant de savoir réellement la composition des choses que juste la couleur elle-même. Du coup, voilà, faut comprendre un petit peu la différence entre le séparatif et l'analytique en soi. Et vous allez voir que généralement, ces deux techniques, elles sont couplées. Parce que c'est vachement bénéfique en fait pour retirer de l'information d'un échantillon. Du coup, voilà un petit peu pour les concepts de base. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou il y a des trucs qui sont pas très clairs, si tout est nickel. Ouais, c'est tout bon. Je suppose que oui. Après, ça va. Ouais, trop bien. Alors, ouais, du coup, on va s'attaquer un petit peu au truc de base. Alors, je vais parler de la colorimétrie en soi, parce que c'est une technique. Je vais, en fait, dans ce qu'on va aborder là, je vais aller du moins cher au plus cher. Et du coup, logiquement, du moins perfectionné au plus perfectionné aussi, la majorité du temps. Donc, on va commencer avec les trucs vraiment basiques qui sont à disposition de tout le monde, et on va voir aussi à la fois leurs intérêts, mais aussi leurs limitations. Donc la colorimétrie, conceptuellement, ça va être une analyse qui est purement quantitative, qui est pas quantitative, pardon, et qui est purement qualitative. Donc il va juste nous donner des informations sur l'échantillon, mais pas combien il y en a. On peut après la coupler avec d'autres techniques éventuellement pour avoir du quantitatif aussi, mais on verra. Et donc voilà. Et c'est une technique qui est destructive la majorité du temps. Pas toujours, toujours, des fois il y a moyen de les récupérer, mais la majorité du temps, l'échantillon est détruit dans le processus. Et voilà, elle est purement analytique aussi, donc pas séparative. Donc si vous avez plusieurs trucs dedans, faudrait, et, si possible, les séparer avant de les faire tester. Et c'est ce qu'on va voir aussi, parce qu'il y a une technique couplée avec la colorimétrie qui est intéressante, qu'on va voir par la suite. Mais voilà, la majorité du temps, donc c'est un petit peu les limitations du truc. Après, en soi, c'est une méthode qui est assez intéressante parce qu'elle est extrêmement pas chère, ce qui en fait quand même un atout de choix. Les coûts de l'analyse, c'est vraiment quelques centimes. Et du coup, ça rend la technique
toujours utile, on va dire. La majorité du temps, c'est assez rapide aussi. Et pour comprendre un petit peu comment ça marche, alors bon, bah là, effectivement, il n'y a pas trop de machinerie. Dans la plupart des autres trucs, je vais plutôt me baser sur l'aspect ingénierie, physique, que sur l'aspect chimique. Mais pour des réactifs colorimétriques, on ne peut pas réellement parler de physique ou d'ingénierie, donc on va plutôt se baser sur de la chimie. J'ai pris comme exemple le réactif d'Ehrlich, qui est assez connu, qui permet de reconnaître notamment les indoles, et uniquement les indoles. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant parce que ça permet de différencier par exemple un LSD d'un N-Baum, parce qu'un N-Baum n'a pas de cycle indole comme représenté du coup ici. Et puis, alors que le LSD ou une tryptamine aura un cycle indole. Du coup, on le verra beaucoup mieux. Donc en fait, l'Ehrlich, le réactif d'Ehrlich qui est présenté comme ça, il est composé principalement de ce composé qui est du PDAMB. Voilà. Et qui en fait est capable de se lier en fait avec les noyaux indol. Et du coup, en se liant ici en position 2, je vais passer à la slide d'après, qui est en horrible qualité. Veuillez m'excuser, je n'ai pas réussi à trouver de schéma de meilleure qualité. Mais le mécanisme en fait, c'est que il va se lier en fait en position 2 de l'indol, donc ici là. Et en se liant avec, en fait, il va créer une résonance des électrons. Voilà, je ne vais pas partir trop loin, mais en créant cette résonance-là, en fait, on va pouvoir créer une absorption lumineuse et du coup, on va avoir un composé qui va être visible. Et c'est comme ça que, généralement, pour les LSD, par exemple, il va tourner au rose violet. Alors que pour d'autres molécules qui n'ont pas de noyau indole, il n'y aura pas de fixation possible. Et du coup, il n'y a pas de changement de couleur. Du coup, c'est un système assez intéressant. Et on peut aussi typiquement voir qu'avec du 1P-LSD par exemple, ou d'autres types de LSD qui vont être substitués, ici sur l'azote, ici, en fait, en rajoutant une chaîne ici, on va créer un encombrement. Donc c'est comme si après la molécule de réactif de Ehrlich n'avait pas la place en fait pour se fixer. Et c'est pour ça que c'est assez long et qu'on doit attendre qu'il y ait une hydrolyse spontanée avec de l'eau du coup qui vienne casser en fait la liaison avec le substituant en trop. Parce que du coup, sinon, on a un substituant, qui vient en fait se mettre ici. Et du coup, en fait, ça empêche l'accès aux autres réactifs, aux réactifs d'Ehrlich qui normalement viendraient se fixer là. Et donc voilà, on est obligé en fait de casser cette liaison pour ensuite réussir à voir en fait le composé. Donc c'est pour ça en fait typiquement que les 1P-LSD, 1CP-LSD et autres dérivés de LSD substitués sur la mine ne peuvent pas en fait réagir spontanément avec des réactifs d'Ehrlich, bien qu'ils ont un noyau indole parce qu'ils sont encombrés. Voilà. Euh, et du coup, on est obligé d'attendre et les tests ils sont un peu plus longs parce qu'il faut attendre que cette liaison-là elle se casse dans l'eau. Et ça arrive. Si jamais vous avez des tests, si jamais vous devez faire un Ehrlich d'ailleurs sur un lysergamide substitué, vous pouvez en fait utiliser de l'acide ou une base en fait dans la solution, donc mettre un petit peu d'acide citrique ou quelque chose que vous avez. En fait, ça va casser cette liaison plus rapidement parce qu'elle est catalysée en cas de présence de base ou d'acide et du coup ça va vous n'aurez pas besoin d'attendre 20 minutes, 30 minutes, une heure pour avoir un changement de couleur. Du coup voilà, petit truc permettant de si jamais. Mais du coup voilà, donc ouais la colorimétrie c'est quand même un système assez cool parce que c'est vraiment pas cher, il y a moyen d'avoir ouais, à peu près 200 tests, voire plus des fois pour à peu près 50 balles avec plusieurs réactifs. Et c'est vrai qu'en mettant plusieurs réactifs ensemble, après, on arrive à avoir un spectre de molécules assez petit. Mais voilà, il faut partir quand même du principe que la molécule est suffisamment pure pour pas qu'il y ait d'interférence et que on n'aille pas, effectivement, si on a plusieurs molécules mélangées, ça devient vite un petit peu un bordel et ça permettra pas non plus, ça n'a pas une puissance d'analyse très élevée. Donc on n'aura pas de possibilité, par exemple, s'il y a des résidus de synthèse ou autre, il se peut qu'ils réagissent aussi tout comme, la molécule principale. Et donc on n'aura pas forcément moyen de les quantifier. Donc voilà, c'est assez limité. Après, bon, vu que c'est vraiment pas cher, c'est quand même une technique assez intéressante à déployer. Et puis en plus, ça demande aussi, point important aussi par rapport à la colorimétrie, c'est qu'il y a besoin de très très peu de connaissances pour faire de la colorimétrie. N'importe qui peut faire de la colorimétrie assez facilement. Alors que pour les autres systèmes qu'on va voir après, il faut un minimum quand même de compréhension de la chimie. Voilà. Pas forcément des trucs ultra poussés, hein, mais voilà. Du coup, voilà, pour la colorimétrie, petite technique d'analyse qui vend pas du rêve, mais qui
permet quand même d'avoir quelque chose de mieux que rien pour des prix assez compétitifs. Là, on va s'intéresser du coup pour la suite à la chromatographie. Donc, je pense que voilà, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, probablement dans CCM pour chromatographie sur couche mince. Mais en fait, la chromatographie, c'est quelque chose de plus large que juste la CCM. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans énormément de techniques. Donc il faut savoir que justement, la chromatographie, typiquement, c'est une technique de séparation. C'est pas une technique d'analyse normalement en soi. Et du coup, on va l'utiliser pour, avant un système analytique ou de spectrométrie, pour en fait séparer les composés. Comme ça, une fois qu'ils sont séparés, on peut les analyser un par un. Et du coup, on gagne beaucoup en résolution, en connaissance sur l'échantillon. Comme je disais avant. Et c'est une technique qui est utilisée énormément. Il y a plein de variétés en fait de chromatographie qui existent. Dans toutes les phases d'ailleurs, il y a de la chromatographie solide, il y a de la chromatographie liquide et gazeuse. Et du coup, voilà, c'est des trucs qui sont utilisés énormément parce que c'est un système qui fonctionne bien. Du coup, en fait, la chromatographie, on a découvert ça en 1906 avec un mec qui essayait d'extraire en fait des composés d'une plante, des composés colorés en l'occurrence, comme l'image en fait représentée ici. Et en fait, il a eu l'idée de mettre en fait un gros tube en verre avec dessus ces morceaux de plante ou sa poudre de plante et dedans de verser de l'alcool. Et puis bien sûr du coup la colonne était remplie de sable en l'occurrence, et il s'est rendu compte que en fait quand il versait son alcool, il y avait des composés qui allaient être entraînés vachement rapidement dans la colonne et d'autres composés en fait qui allaient prendre du coup beaucoup plus de temps à passer, et du coup ils avançaient plus doucement. Ce qui faisait qu'en fait, une fois qu'il mettait des récipients en bas et qu'il les changeait régulièrement tout en continuant à jeter de l'alcool, et bah du coup il s'est rendu compte qu'il pouvait recueillir en fait différents types de composés comme ça qui étaient dérivés de la plante petit à petit. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait a été créée la chromatographie. Et c'est pour ça qu'on appelle ça chromatographie, parce que de base, en fait, les plantes étaient colorées. Maintenant, on utilise la chromatographie pour plein de trucs qui sont pas du tout colorés ou qui sont juste blancs ou qui ont pas, voilà, ça crée pas de différence de couleur en soi. Mais la chromatographie, voilà, elle est née en fait dans le contexte de l'analyse de plantes qui avait justement des composés colorés, et du coup on l'a appelé comme ça. Mais mis à part des raisons historiques, ça n'a pas réellement de raison de s'appeler comme ça en fait. Ça s'est développé dans bien d'autres domaines, et du coup voilà, c'est rarement lié à la couleur actuellement du tout. Mais voilà, c'est un peu pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est un peu plus facile de s'en rappeler aussi. Et du coup, comme je disais, voilà, c'est une technique qui est séparative, qui est pas réellement analytique, qui est basée du coup de l'affinité d'un produit pour la phase mobile ou la phase stationnaire. Ce que j'ai pas forcément expliqué ici, mais qui est assez important, c'est que ici, pour la suite, du coup, là en fait, l'éthanol qui est ici, donc dans ce flacon, qui coule ensuite, c'est ce qu'on appelle la phase mobile. Pourquoi mobile? Parce qu'en fait, simplement, elle va bouger et elle va traverser cette phase-là, et elle va se retrouver au fond avec le produit. Et l'autre phase, du coup, le sable en soi qui se trouve dans le tube en verre, c'est ce qu'on appelle du coup la phase stationnaire, parce que cette phase-là, elle va pas bouger en fait. Elle va rester coincée dans le tube, et normalement, elle bouge pas. Et du coup, voilà. Et en fait, cette technique de séparation qui est la chromatographie va toujours être basée sur le fait qu'il y a des molécules en fait à l'intérieur de ce tube. Donc voilà, des molécules qu'on va mettre en violet, qui ont plus ou moins d'affinité pour la phase mobile, donc pour l'alcool, ou pour la phase stationnaire, ici du sable. Et du coup, en fait, si elles ont beaucoup d'affinité pour la phase mobile, donc pour l'alcool, elles vont descendre plus rapidement, et du coup, on va les récupérer en premier. Et si elles ont plus d'affinité pour la phase stationnaire, du coup, elles vont plus longtemps rester dans le tube, et du coup, grâce à ça, elles vont descendre tard, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'affinité pour la phase mobile, donc pour l'alcool, et du coup, ça va prendre plus de temps. Donc on va pouvoir récupérer en premier les molécules qui ont plus d'affinité pour la phase mobile, et ensuite celles qui ont plus d'affinité pour la phase stationnaire. On peut utiliser aussi différents types de solvants, donc voilà, généralement on va utiliser la polarité, mais on peut faire de la chromatographie avec d'autres trucs. Et du coup on peut utiliser typiquement, par exemple, s'il y a des composés qui sont restés sur silice, qui est quelque chose de très très polaire, du coup en fait on pourra par exemple à la fin faire un lavage avec de l'eau, pour ensuite virer tous les composés qui sont restés sur cette couche là, parce que l'eau est encore plus polaire que la silice, donc ça permet de récupérer à la fin si jamais on a besoin de récupérer vraiment les tout derniers trucs qui sont ultra liés au sable, donc à la silice.
On va pouvoir du coup les récupérer en faisant un petit washing à l'eau par exemple. Du coup voilà, c'est un peu le cadre de qu'est-ce qu'est la chromatographie. Du coup maintenant on utilise plus de systèmes avec du sable et des plantes et de l'alcool, mais le concept est toujours le même et en fait l'endroit où se passe la chromatographie dans les appareils s'appelle toujours une colonne du coup. Et voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Voilà, donc on va s'attaquer à la CCM qui est une base qui est extrêmement utilisée en France du coup. Euh, Pourquoi elle est vachement utilisée en fait? Parce elle est vraiment pas chère. Elle est quand même un peu plus chère que de la colorimétrie en soi, parce que voilà, il y a quand même pas mal de trucs qu'on doit jeter à chaque fois. Mais sinon, c'est quand même pas cher, c'est très versatile comme technique, ça fonctionne sur quand même pas mal de composés. On peut la coupler avec d'autres techniques pour la rendre plus puissante, comme je vais vous montrer après, lui amener d'autres avantages. Et c'est rapide et ça demande pas beaucoup de compétences, voire très peu de compétences. Je pense qu'on peut former n'importe qui à faire de la CCM en un après-midi sans problème. Donc voilà, c'est pas spécialement complexe comme système. C'est très, très versatile, pas cher, ça se transporte bien. Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau, il n'y a pas besoin de vide, il n'y a besoin de rien. Du coup, c'est assez cool. Et ça fait bien le taf. Enfin voilà, c'est très pratique à utiliser. C'est principalement utilisé en tout cas dans le milieu pharmaceutique et industrie pour notamment vérifier en fait des synthèses. En laboratoire aussi très utilisé pour vérifier des synthèses, pour voir s'il y a des résidus par exemple. Euh, et ça peut être aussi utilisé pour faire de l'analyse de plantes, typiquement en pharmacie, pour vérifier si les plantes ont suffisamment de composés actifs, par exemple. Et du coup, bah, on l'utilise bien sûr pour les drogues, pour vérifier s'il y a des produits de coupe, parce que c'est une méthode qui marche assez bien pour ça. Et on l'utilise en qualitatif, voilà, la majorité du temps. C'est possible de faire du quantitatif sur la CCM, mais c'est compliqué, c'est peu fiable, de la machinerie, et du coup, c'est pas top top. C'est pas prévu du tout pour faire du quantitatif. Ça peut se faire, mais c'est vraiment pas top top. Voilà. Du coup, le principe en soi de la CCM, ça va être simplement de faire en fait la même chose que le monsieur il a fait ici. Simplement, on va le faire à l'envers en fait. On garde les mêmes styles de phase, donc on va créer une phase ici qui est plus ou moins apolaire. Bon là c'était de l'alcool, mais on peut mettre d'autres styles de phase plus apolaires encore, comme de l'hexane ou du toluène, ou voilà, différents types de phases ici qui seront apolaires, qu'on va appeler éluants. On va ensuite utiliser une plaque en silice, donc la même matière que du sable, mais simplement en forme de plaque qui est purifiée parce que le sable c'est pas super voilà, c'est pas super propre. Et du coup, en fait, on va greffer cette silice à une plaque qui est sur un support en métal, qui peut être de l'aluminium ou d'autres types de métaux. Et en fait, après, on va déposer les échantillons à l'aide un petit capillaire, donc un petit tube en fait, sur la plaque. Donc on va créer un composé 1 par exemple ici. Je le mets très gros, hein, mais le but c'est de les faire petits pour que la qualité soit meilleure, mais comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc on va déposer du coup notre échantillon ici. Donc petite goutte sur la plaque, avant de la mettre dans le système, hein. Et ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plaque avec l'échantillon dessus et la plonger en fait dans les luants ici. Et bah en fait, le truc logique qui va se passer, c'est que bah il y a quelque chose de sympathique dans la vie qui s'appelle la capillarité, qui fait que les liquides ont tendance à remonter le long de différents supports solides, si j'ai un minimum d'affinité pour. Donc c'est pour ça qu'on va pas utiliser typiquement que de l'hexane, parce que si on met que de l'hexane qui est extrêmement apolaire, il y aura aucune affinité, ça va prendre des plombes à monter. Donc généralement on essaie de trouver un petit peu un ratio, on fait des mélanges de solvants pour avoir des diluants qui sont assez bien. Voilà. Et du coup en fait ce qui va se passer c'est qu'en montant, eh ben, il y a des composés qui auront effectivement d'affinité pour la phase solide, donc la phase stationnaire, donc la plaque, et qui vont être arrêtés assez rapidement parce que même si les luants ils montent, et eux ils vont être freinés parce ils sont assez collés à la plaque. Et il y a des autres composés qui seront qui auront beaucoup plus d'affinité pour le solvant qui est en train de monter, qui vont se remporter avec le solvant, et du coup ils vont se faire pousser. Donc voilà, donc ça va être lui par exemple qui a plus d'affinité pour le solvant, et celui-là ici il aura plus d'affinité pour la plaque, puisqu'il n'a pas beaucoup bougé. Donc celui-là il est plus polaire, et celui-là il est plus apolaire. Voilà. Une fois que bah, le liquide il a réussi à monter jusqu'à où on veut, donc c'est-à-dire jusqu'à ici, là on fait une petite ligne, on va sortir la plaque, et ensuite tout ce qu'on va faire c'est on va mesurer la distance
la distance à chaque fois entre la ligne de départ et le composé. Donc voilà. Tac. Et c'est tout. Et voilà, et ça marche comme ça, et c'est relativement simple du coup comme concept. Cette valeur-là, du coup, elle va nous donner une certaine, ça va nous donner un certain nombre en centimètres, par exemple 7 centimètres. Là, on va dire qu'il y a 10 centimètres en tout sur la plaque, donc on a un rapport de 7 sur 10. Ça nous fait un rapport de, on appelle ça un RF. Et du coup, ce rapport-là, il sera de 0,7 en l'occurrence. Et avec ce rapport de 0,7, on peut déterminer plus ou moins si un composé est un tel composé. Par exemple, imaginons qu'on ait de la cocaïne ici. La cocaïne, par exemple, HCl est assez hydrosoluble, donc assez polaire, donc elle va plutôt rester en bas. Et si on a un genre de coupe qui est plus apolaire, comme la lidocaïne, par exemple, elle va plus migrer, par exemple. Et du coup, bah, typiquement, il va monter plus. Donc ici, par exemple, on sait qu'en analysant de la cocaïne, si on a un composé qui monte jusqu'à 7 centimètres, ça veut dire que c'est de la lidocaïne. Et s'il y a seulement un composé ici, ça veut dire que c'est de la cocaïne. Voilà. Cette technique-là, du coup, ouais, bah, en l'occurrence, elle est assez limitée. Parce qu'effectivement, s'il y a un agent de couple qui est un peu inconnu ou un dérivé qui est assez proche, on va généralement pas trop pouvoir les différencier ou mal pouvoir les différencier. Donc en fait, on n'a pas un pouvoir qualitatif très puissant. C'est presque du semi-qualitatif parce qu'en fait, on ne peut pas réellement déterminer les molécules. On va juste partir du principe qu'on a gagné une information sur la molécule qui est sa polarité et qu'on connaît à peu près généralement la matrice. Donc voilà, la matrice, du coup, c'est l'échantillon en soi avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, pas juste une molécule, mais l'entièreté en fait de ce qu'il y a. Et du coup, on connaît plus ou moins la matrice. Donc ça a été vendu comme cocaïne. Donc du coup, on sait que si le RF il est de 0,7 dans de la cocaïne, ça correspond normalement à de la lidocaïne. Donc on va dire qu'il y a de la lidocaïne dedans. Voilà. Si la tâche elle est toute petite, ça veut généralement dire qu'il y a moins de composés, et si elle est plus grande, ça veut dire qu'il y a plus de composés, voilà, tout simplement. Et il y a d'autres facteurs qui vont jouer en compte, parce que des fois, en fait, selon la nature du solvant, il y a moyen que la tâche elle s'étale. Du coup, on a l'impression qu'elle est grande, mais en fait, elle est juste étalée. Donc voilà, c'est un peu des galères à faire du quantitatif avec, et même le qualitatif, il est vraiment pas de super bonne qualité. Après voilà, genre c'est quand même une technique assez intéressante qui coûte pas cher et qui est rapide. Ça prend 20 minutes à faire une CCM à tout péter. Il y a même moyen de le faire plus rapidement si on les fait à la chaîne parce qu'il faut attendre à chaque fois. C'est un peu le problème. Mais du coup voilà, ça va assez vite. Du coup effectivement c'est pas cher le matériel en tout. J'ai mis 50-100 euros mais c'est pas pour une analyse, hein. C'est 50-100 euros pour le matériel et avec ça il y a moyen de faire beaucoup d'analyses. Voilà, plus d'une centaine. Donc ouais, ça revient à pas cher. Globalement, ça fonctionne bien et c'est juste que bah, c'est quand même assez limité quoi. Comme vous pouvez le voir, on peut juste séparer des produits, donc voir s'il y a des agents de coupe. Et ensuite, bah, grâce à la séparation, selon la migration, on peut les associer plus ou moins à certains produits. Voilà. Mais voilà. Et ce qu'on fait du coup généralement pour savoir quelle est la migration, bah, typiquement on va prendre par exemple la lidocaïne, on va le mettre dans un même système de solvant. Donc par exemple, je sais pas, on va dire 50% toluène et 50% hexane par exemple. Et on va mesurer que du coup la lidocaïne elle migre de 0,7 à chaque fois. Donc voilà, on peut dire à la personne si tu prends ta cocaïne et qui est normalement coupée, voilà, et que tu la mets dans ce système de solvant en particulier, s'il y a un truc qui monte à 0,7, normalement c'est de la lidocaïne. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des tableaux en fait avec différents types de composés dans différents systèmes de solvants. Et du coup voilà, les gens ils font à peu près avec ça et puis ils essayent de lire. Voilà. Mais bon, on sait pas du tout après si c'est réellement de la lidocaïne, si c'est réellement de la cocaïne. Ça se trouve, c'est un analogue de cocaïne qui est à peu près à la même tête, mais ça se voit pas. Et ça, si ça se trouve, c'est un analogue de lidocaïne ou une autre molécule qui a à peu près une même polarité et qui migre à peu près pareil dans le système de solvant. Mais on pourra pas le savoir. Du coup, voilà. C'est assez limité, mais c'est un système qui, voilà, genre généralement, c'est quand même prévu effectivement pour faire de la synthèse, typiquement. C'est vachement pratique pour regarder si on n'a pas des vieux résidus de synthèse qui sont dedans parce qu'on va voir les H. Mais sinon, réellement, pour obtenir des informations sur les molécules, c'est vachement limité. On va juste connaître leur polarité, en fait. Ce qui est vraiment pas exceptionnel en termes de caractéristiques de molécules, alors qu'il y en a tellement, quoi. Du coup, voilà. C'est le système de CCM. J'ai fait une petite slide un petit peu pour ajouter des infos. Comment améliorer, en fait, la CCM. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec. On peut utiliser ce qu'on appelle un densitomètre, que j'ai mis une image ici. C'est un système un petit peu compliqué en soi, mais genre pas tant que ça. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, ici, on va mettre en fait la plaque CCM. Voilà.
Et avec un système de miroir, en fait, il va y avoir des tâches, comme je montrais avant sur la plaque. On avait une violette et une verte, voilà. Il y aura du coup les tâches et le densitomètre, en fait, lui, il est capable de vérifier en fait l'absorption de la lumière par les tâches. Ce qui est cool parce qu'il peut savoir du coup, selon l'aire de la tâche et selon comment elle absorbe, on peut plus ou moins déterminer si on a des standards, hein, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, mais si on a des standards, donc si on sait que voilà, 10 mg de lidocaïne, ça absorbe, je sais pas, ça absorbe X intensité lumineuse, on va pouvoir déduire du coup que si ça absorbe 2X intensité lumineuse, on aura 20 mg. Voilà. Et du coup, on peut plus ou moins estimer, grâce à l'absorption lumineuse, la quantité qu'il y a avec un appareil comme ça. Mais c'est pas super fiable. Généralement, on est sur du 5 à 10% de marge d'erreur, ce qui est vraiment pas fou. Et du coup, ça veut aussi potentiellement dire que s'il y a 1% de cyanure dans votre cocaïne, on va même pas l'avoir. Parce que c'est pas assez sensible la majorité du temps. Donc ouais, c'est un peu limité. Après voilà, genre selon les densitomètres, celui-là il est vieux, hein, et puis voilà, mais ça peut être plus ou moins bon, mais la majorité du temps c'est pas exceptionnel. Voilà. Ça permet d'avoir un petit peu de quantitatif. Ça rajoute pas spécialement d'informations qualitatives quelconques dessus, hein. C'est vraiment juste pour ajouter un petit peu de quantitatif à la CCM. Et l'autre possibilité, c'est du sprayage. Du coup, ça, c'est un système assez intéressant, du coup, que j'ai eu l'occasion d'utiliser aussi. Qui en fait, on va prendre une bouteille comme ça, avec une poire. Et cette bouteille, du coup, dedans, on va mettre en fait un réactif colorimétrique, comme on avait vu avant, comme un Ehrlich par exemple. Et du coup, en fait, on va sprayer en fait, le réactif sur la plaque. Et du coup, on va voir s'il y a une réaction. Et typiquement, par exemple, on sait que si c'est du LSD, par exemple, ça va réagir en rose. Et sinon, il n'y aura pas de réaction. Et du coup, si on sait qu'il n'y a pas de rose, je suis triste. Alors, on va dire que ça, c'est du LSD. Et du coup, si on spraye en fait sur toute la plaque le réactif d'Ehrlich, on va voir qu'en fait, toutes les molécules qui auront une fonction indole vont apparaître en fait en rose-violet. Et du coup, c'est assez cool parce que ça permet de gagner en fait en qualitatif et de déduire des fonctions grâce à ça. Voilà. Après, généralement, on peut pas le faire sur plein de fois sur la même plaque. Donc, ça permet plutôt d'invalider ou valider certaines hypothèses. Voilà, typiquement, peut-être pour différencier la lidocaïne de la phénacétine ou un autre agent de coupe, on pourrait faire un sprayage dessus. Mais on va pas en enchaîner 50 000, c'est déjà pas super pratique et c'est assez. Enfin, c'est pas cool quoi. C'est pas pratique. Et c'est cher aussi quand même, à force de faire des sprayages. Et il y a aussi les réactifs bien sûr qui risquent de se mélanger entre eux et de réagir entre eux. Donc c'est un truc qu'on fait genre une fois, éventuellement deux fois. Mais voilà, sur la plaque, et ça permet du coup plutôt d'invalider ou valider des théories, et ça donne un petit peu d'informations qualitatives sur en fait les différentes tâches et du coup les composés du mélange. Du coup, voilà, je crois qu'on a fini avec la CCM. Je sais pas si vous avez des questions un petit peu sur la CCM. Tout vous semble clair aussi. Si vous êtes déçu de la CCM. Tristesse de la France. Voilà. Ça reste la technique d'analyse numéro 1 en France, quand même, la majorité du temps. Il y a d'autres projets qui sont avec des machines un petit peu mieux. Juste après, on va aborder l'infrarouge, qui est un petit peu un petit step-up, quand même, un petit peu mieux. Mais voilà, la majorité du temps, quand même, c'est fait, en fait. C'est fait par CCM en France. Parce que c'est une technique qui coûte pas cher. On peut quand même former les gens assez rapidement. Et ça se balade bien aussi. Donc voilà. Si jamais aussi, si ça vous intéresse de faire des CCM, il y a des sites qui vendent en fait du matériel de CCM pour pas spécialement cher. Je crois que c'est assez accessible, dans les 50-60 euros, qui vous permettent du coup de faire des CCM à la maison pour tester vos produits, etc. Je mettrai un lien sur le Discord ou en description pour des sites qui les vendent. Et ça reste assez abordable et ça permet d'avoir. Voilà, ils vendent aussi des réactifs colorimétriques si jamais vous êtes intéressé. Ou si vous avez même envie de faire du sprayage à la maison, voilà, faut quand même acheter le spray. Mais voilà, et ça peut être marrant à faire chez soi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver des gens qui veulent bien faire une CCM. Et comme je disais, en soi, le concept de l'utilisation de la CCM est vachement simple, ce qui fait que n'importe qui a envie de s'y mettre un petit peu peut l'apprendre assez rapidement. Après, voilà, les résultats ils sont pas toujours incroyables du premier coup. Ça, c'est un truc qui se gère un petit peu, mais voilà, conceptuellement, c'est assez cool. Voilà. Yes, je fais une petite pause flotte. Si vous avez des questions, c'est le moment.
J'ai une question à propos donc des réagents genre Marquis, tout ça. Ouais, Ça serait où qu'il faudrait les acheter pour que ce soit pas trop cher? Bah, ça, je vois sur eBay que c'est 25 €. Et bah du coup je te filerai le site web juste après que je mettrai aussi ok, là. Bah du coup je suis aussi modérateur sur Psychonaut et on a même un partenariat avec eux qui fait que tu peux même te gratter des réductions si tu veux. Nous on d'accord. touche un peu des thunes et franchement ils sont pas chers. Je crois que c'est à peu près 5 balles généralement et pour 50 balles tu peux avoir un kit. Pour 50 € t'as un kit complet avec 12 réactifs différents, un petit support en céramique pour le testage et tout. Enfin vraiment il est nickel et c'est pas cher. Et t'auras du Ah, Airlift, t'auras du Marquis, t'auras beaucoup de trucs de base quoi. 12 réactifs, voilà, tu peux les prendre. Je crois que c'est genre 50 € si tu prends pour 100 différents réactions, tu vois. Et 200 mhm. réactions, c'est peut-être 15 balles de plus, mais voilà. Après, ça se stocke pas indéfiniment, j'en ai pas parlé, mais les réactifs peuvent être sensibles pour certains, donc généralement, voilà, ça se garde un an au frigo à peu près. Après voilà. D'accord. Donc c'est cool de vouloir acheter plus, mais il faut penser à les utiliser quoi. Et puis voilà, mais après ça peut être un bon achat à faire en groupe aussi si vous avez des potes qui veulent acheter des réactifs colorimétriques comme ça. Bah voilà, c'est un 50 balles en cotisation, ça va assez vite. Et puis c'est cool que tout le monde puisse tester ces produits assez simplement, assez rapidement, pour pas trop cher. Et puis voilà. Puis même si c'est purement du qualitatif, c'est déjà ça de prix quoi, par rapport à juste bouffer un truc au bol. Yes. Bon, ouais, du coup on va attaquer un petit peu l'infrarouge. Alors l'infrarouge du coup là on rentre dans la partie spectroscopie. Donc en fait si vous voulez l'infrarouge c'est un peu l'inverse d'une CCM. Là on va pas réussir à séparer les composés. On peut les séparer au préalable si on veut. Mais voilà, la majorité du temps c'est pas le but. Et du coup on va simplement scanner ce qu'il y a dans l'échantillon sans le séparer. Donc rien qu'en vous disant ça je pense que vous imaginez assez rapidement que ça va être compliqué en fait si on a un mélange coupé avec plein de trucs bizarres. Donc c'est pas top top. Par contre, c'est pas mal qualitatif. C'est pas mal du tout. Genre, on peut vraiment avoir pas mal d'informations sur la structure de la molécule grâce à ça. Et par contre, ouais, effectivement, si on a un mélange de différentes molécules, comme c'est le cas avec bah, la cocaïne typiquement qui est souvent coupée, ou d'autres produits comme l'héroïne aussi, qui ont tout ce qui est végétal, c'est mort. Il y a beaucoup trop de molécules différentes, donc ça va pas le faire. Mais voilà, je dirais que l'infrarouge en vrai, normalement, ça tolère à 10-15% de coupe. Après, les résultats ils commencent à être vraiment pas bons. Et du coup, il faut le coupler avec une méthode séparative. On verra par la suite qu'on peut tout à fait le faire. Mais voilà, là je parle juste du spectromètre infrarouge standard. Et voilà, et c'est semi-quantitatif parce que, bah, en fait, si on a de la référence, donc si on a un échantillon de référence, donc par exemple pour la cocaïne, si on a une référence de la cocaïne à 100%, qu'on la met dans la machine et on dit ça c'est de la cocaïne à 100%, et que ensuite du coup on va récupérer de la cocaïne de rue qui est à je sais pas 85%, bah, du coup on va pouvoir voir que c'est à peu près à 85% avec pas énormément de précision, mais voilà, on peut quand même le voir. Et on peut voir, voilà. Après, par contre, si on tombe sur des cocaïnes à 50% ou autre, la machine elle va juste avoir envie de se suicider. Donc elle va pas vous donner énormément d'informations quantitatives. Il y a des techniques qui peuvent être mises en place pour nettoyer le spectre et avoir à peu près des estimations plus ou moins bonnes. Ça se fait, mais c'est compliqué. Voilà, c'est pas top top. Du coup, avec certains algorithmes, il y a moyen de le faire, mais la majorité du temps, en fait, c'est quand même prévu pour des matrices qui sont peu contaminées. Voilà, c'est extrêmement utilisé en industrie, typiquement pour. Imaginez que vous êtes une entreprise pharmaceutique et que vous avez un fournisseur de principes actifs. Bah, vous pouvez du coup prendre une fois le principe actif pur, propre, 100%, plus ou moins 100%, mais 99,99%, et utiliser du coup, faire une spectrométrie infrarouge de ce composé, et du coup à chaque fois que votre fournisseur il va vous ramener un nouveau lot, vous pouvez le comparer, et du coup vérifier s'il y a quelque chose qui a changé, ou si tout est nickel normal. Et c'est cool parce que c'est ultra rapide. C'est une des méthodes d'analyse en fait les plus rapides qui existent, je pense, ouais. Avec la colorimétrie aussi, ça va vite. Mais du coup, voilà, c'est vachement rapide. On peut avoir des mesures en même pas 30 secondes. C'est pas destructif, donc ça c'est trop cool aussi. Donc on peut même récupérer son échantillon après et tout, donc c'est vachement sympa. Par contre, ouais, comme je disais, bah, c'est pas séparatif du tout. Donc faut se dire que voilà, genre, si la matrice est trop sale et qu'il y a trop de composés dedans, on s'en sort pas.
la majorité du temps. Et voilà, en termes de prix, ça avoisine entre 2000 et 10 000 euros, ça dépend un petit peu selon la résolution en fait, de l'appareil, selon la puissance aussi de l'appareil, selon les autres équipements autour. Voilà. Si vous avez un petit écran tactile comme le système ici, c'est cool. Et il y a des systèmes, comme j'ai mis ici, qui sont en fait des spectromètres de poche. Et qui sont vachement cool du coup parce que ça permet en fait de faire de la spectrométrie directement en le posant sur un objet. C'est utilisé typiquement en agriculture pour mesurer par exemple le taux de sucre dans les fruits. Voilà. J'ai dit que si les matrices sont sales, il n'y a pas moyen de récupérer. C'est plus difficile de faire du quantitatif, mais on peut le faire si c'est vraiment des applications spécifiques et que du coup on cale un algorithme derrière pour faire ça. Mais voilà, j'en sais pas très adapté à faire du quantitatif avec les drogues en tout cas. Et du coup, voilà, en fait, c'est vraiment des systèmes qui sont vachement intéressants parce qu'effectivement, un truc non destructif, rapide à utiliser, portable, c'est quand même vachement cool. Et voilà, ce genre de produits comme ça coûte entre 2000 et 4000 euros généralement pour un spectromètre portable. Qui ont des résolutions plutôt correctes, mais qui ont uniquement une petite partie du spectre infrarouge, donc qui sont un peu moins puissants et généraux que les gros spectromètres infrarouges, qui rendent typiquement l'identification de composés plus difficile, un petit peu moins informatif pour identifier des composés généralement, mais qui sont quand même assez cool, donc assez bien foutus, et qui permettent pas mal d'applications sympas. Il y a actuellement en fait à Lausanne, du coup en Suisse, le développement de ce genre de technologie portable en fait. Pour de l'analyse de drogue, à la fois, donc il y a eu des subventions, mais le truc c'est que c'est aussi utilisé par la gendarmerie du coup pour vérifier quel type de drogue c'est. Donc voilà, après c'est pas ça qui va forcément stigmatiser les usagers, c'est juste que voilà, bon, on pourra plus dire que c'est de la farine. Mais sinon voilà, et c'est aussi utilisé du coup dans des projets de réduction des risques actuellement en termes de développement, et quand le projet sera suffisamment à point, ça sera assez cool je pense, parce que du coup il y aura probablement moyen d'analyser des cocaïnes ou des trucs comme ça et de dire que c'est assez impur ou bien que c'est un autre produit ou machin, directement dans des soirées, sans avoir besoin que les gens ils lâchent du produit pour ça, parce que ça fait toujours un peu mal au cœur, assez rapidement, et du coup ce serait cool. Donc voilà, je pense qu'il faut former un petit peu les gens, peut-être se prendre 2-3 jours pour réussir à comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais s'il y a un software à côté qui est bien fait, c'est une technique vachement intéressante pour ça. Du coup, voilà, un petit peu le concept. Et du coup, le problème, c'est que au niveau de la qualité, ça distingue pas les isomères, généralement. Sur des très 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 hautes résolutions, donc vraiment des appareils chers, il y a moyen de différencier parfois des isomères. Ça se peut, mais c'est compliqué et généralement il faut des étalons, donc des références avec les deux produits, et du coup après on arrive à trouver les petites différences entre les deux produits, mais comme ça au bol ça va pas réussir à distinguer les isomères proprement. Donc typiquement de la 3MMC et de la 4MMC par exemple, avec de l'infrarouge c'est mort en fait, ça va pas se faire. Et des molécules qui sont proches, typiquement là en dessous j'ai mis du coup à gauche il y a du 2CE et à droite il y a du 2CD. Et ouais, c'est assez. Enfin, c'est assez proche comme molécule, quoi. Et du coup, là, l'infrarouge, je vais galérer de fou. Pareil, si on a les deux molécules en standard avec des puretés exemplaires et qu'ensuite on les compare réellement, on va probablement trouver des petites différences. Mais comme ça, un petit peu en freestyle, juste d'analyser un produit comme ça, on va pas réussir, quoi. Donc voilà, ça a ses limitations. Après voilà, ça a quand même pas mal d'avantages de par son prix qui est relativement abordable pour de l'analytique, même si ça semble cher comme ça. Et puis le fait qu'effectivement ce soit pas destructive, rapide, portable, enfin c'est assez cool globalement. Du coup voilà un petit peu. Je suis juste en train de me rendre compte que je vais peut-être vous donner... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais peut-être vous offrir... Je n'ai plus mon Discord. Où est mon Discord? Voilà, je vais vous offrir de la qualité de stream. J'avais oublié que... Oui, vous pouvez offrir... Est-ce que vous voulez du 1080p ou carrément de la source? Je sais pas si vous voulez de la 2K ou si ça risque de vous faire laguer. Je vais monter en tout cas en 1080 parce que 720p c'est un peu triste. Du coup voilà. Pardon pour ce petit interlude, mais il y avait des petites molécules, je me suis dit, ça se trouve en fait, c'est vrai que sur un 720p il voit pas super bien. Dites-moi si jamais vous voyez pas des trucs, je monte un peu la résolution, sans problème. Du coup voilà. Comment ça fonctionne l'infrarouge? Parce que c'est un point qu'en fait on n'a pas réellement abordé, mais qui est quand même vite fait important. On va pas y passer des heures puisque c'est de la chimie ouais, quasi quantique en vrai. Enfin de la chimie en tout cas au niveau de l'atome.
Donc en fait, on va prendre une source d'infrarouge. J'ai mis une lampe parce que voilà, généralement c'est des genres de lampes. On peut utiliser différents systèmes. Mais du coup voilà, des lampes ou des résistances même qui font des rayons infrarouges. Mais généralement c'est des lampes. Ces lampes ensuite, on va les passer à travers un prisme. Voilà. Qui va permettre du coup de fractionner la lumière selon certaines longueurs d'onde. Donc c'est un peu pareil que ce qui se passe avec l'arc-en-ciel, parce que nous on peut voir en fait l'arc-en-ciel, donc en fait on va balancer une lumière et dedans après avec un prisme on va pouvoir séparer en fait les différentes couleurs qui sont des longueurs d'onde. C'est la même chose qui va se passer en fait, mais simplement à un niveau qu'on peut pas voir parce que c'est de l'infrarouge, mais il va se passer exactement la même chose. Il faut s'imaginer que ça se sépare en plusieurs longueurs d'onde. Et du coup en faisant tourner le prisme, et ben en fait on peut par une petite fente du coup on peut envoyer une certaine quantité à une certaine longueur d'onde précise qu'on peut mesurer dans l'échantillon, et du coup cette longueur d'onde elle va être plus ou moins absorbée par l'échantillon et ensuite on va pouvoir la récupérer. Et en faisant tourner le prisme petit à petit, du coup on peut obtenir cette information sur tout un spectre en fait de différentes longueurs d'onde, voilà. Et grâce à ça du coup on obtient après un spectre qu'on peut interpréter. Alors du coup, la source et le prisme, du coup, ça peut être remplacé sur certaines techniques un peu plus rapides par des barrettes de diodes en fait. Donc c'est un système où en fait il y a juste plein de diodes qui sont alignées à différentes longueurs d'onde, et du coup comme ça évite en fait, et il y a aussi plein de détecteurs de l'autre côté. Ça évite de faire le système de prisme qu'on appelle un système de balayage, parce qu'en fait on doit passer en fait une par une entre guillemets les longueurs d'onde. Voilà, ça dépend après de la précision de détection, mais en tout cas ça prend un petit peu de temps quoi. Donc sur les détecteurs un petit peu anciens comme celui-là par exemple, à des détecteurs qui sont plus rapides comme ça, qui utilisent en fait des barrettes de diodes avec déjà des longueurs d'onde préprogrammées, qui ont un petit peu moins bonne résolution aussi du coup généralement. Et du coup ça permet de tout mesurer d'un coup, avec ici de l'autre côté plein de différents récepteurs pour différentes longueurs d'onde. Du coup voilà. Et cette lumière du coup cette lumière, cette énergie sous forme d'onde, elle va être en fait absorbée par l'échantillon qui est représenté du coup ici. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque atome qui est relié à des autres atomes, du coup ça se fait avec des connexions entre eux, donc des liaisons. Et ces liaisons en fait elles sont capables de bouger. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la température est une agitation des molécules. Et ce qu'on pense souvent par rapport à la température, c'est qu'on pense des molécules entre elles qui s'entrechoquent et qui bougent. Mais il faut savoir qu'en fait, quand on augmente la température, on va aussi augmenter les mouvements à l'intérieur de la molécule, entre les atomes de la molécule. Et ce qui est représenté ici, c'est les différentes possibilités en fait de mouvement des atomes de la molécule entre eux, en bougeant ces liaisons en fait. Et du coup, comme vous pouvez voir, du coup, il y a des mouvements où il y a un étirement. Donc voilà, on sépare en fait les stretching, donc les étirements en soi entre les atomes, donc des liaisons qui s'allongent ou qui se rétrécissent, qui peuvent être symétriques ou asymétriques, et des énergies de vibration. Donc ça, en fait, il n'y a pas spécialement de modification de la longueur des liaisons, mais simplement de la position des liaisons entre elles, qui fait que voilà, elles peuvent bouger, elles peuvent décaler, elles peuvent faire des systèmes un petit peu de ressorts. Voilà, faut voir ça un petit peu comme des ressorts qui peuvent bouger dans différents sens, se contracter, se détracter, tout ça. Et en faisant tous ces mouvements-là, à l'intérieur de la molécule, on va absorber une partie de cette énergie en fait, qu'on a envoyée dedans. Et vu que ça a été absorbé, si on met un détecteur, on va bien voir qu'il y a des trous. Et c'est ce qu'on voit ici en fait. On voit que par exemple ici il y a un gros trou bien évident, voilà, sur le spectre. Ça veut dire que on sait que voilà, c'est des nanomètres ici en longueur d'onde. Donc on sait qu'à 1160 nanomètres, on a notre échantillon qui a absorbé beaucoup d'énergie. Voilà, il a absorbé ici le 100%, il est ici. Donc on voit qu'ici il a absorbé 80% de l'énergie et du coup il reste plus que 20% qu'on a mesuré. Donc ça veut dire en fait que ici il y a un gros trou. Alors ici l'échelle est un peu chelou, j'ai pas fait gaffe en vérifiant le graphique. Donc je vais pas pouvoir vous dire parce que moi je suis habitué à un autre système qui mesure les longueurs d'onde en centimètres-1 et pas en nanomètres. Et c'est pas grave. Et du coup voilà, typiquement ça pourrait correspondre à une liaison carbone-oxygène par exemple. On pourrait déterminer qu'il y a une liaison carbone-oxygène dans le composé. S'il y a un autre pic, typiquement ici assez gros par exemple, on va pouvoir voir qu'il y a un cycle aromatique dans la molécule. Donc on pourrait se dire ok, peut-être c'est l'amphétamine, voilà. En tout cas du coup ça peut pas être du GHB par exemple parce qu'il n'y a pas de cycle aromatique dans le GHB. Voilà. Et du coup en fait on peut recueillir des petites informations comme ça, et puis surtout en fait le truc réellement intéressant avec l'infrarouge c'est de recueillir des spectres entiers et ensuite simplement de les mettre dans une base de données. Et par simple reconnaissance entre les différents spectres, on va pouvoir rapidement retrouver en fait la bonne molécule parce que le spectre il va correspondre.
Voilà. Donc effectivement, bah, là pareil, je vous laisse imaginer que si on a plein de composés bizarres différents, on va avoir plein d'autres pics parce que oula, mon talent d'écriture est très très mauvais. On va avoir plein d'autres pics parce qu'il y a d'autres composés qui vont absorber à d'autres endroits et du coup après réussir à matcher les spectres entre eux alors qu'il y a des pics en plus ou bien des fois l'absorbance de l'échantillon elle va être bloquée parce que devant il y a des vieux résidus de je sais pas quoi qui bloquent la lumière. Ou bien qui la renvoie, ou bref, voilà, ou qui la disperse. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de foutre un peu en l'air ce spectre si la molécule est pas très clean, quoi, si l'échantillon est pas très propre. Et bah du coup, ça va être vachement galère après de réussir à déterminer de quoi est constitué l'échantillon. Après, s'il y a un petit peu donc pas trop, mais juste un tout petit poil sans forcément forcer, mais est-ce que je peux juste virer tous les dessins? Non. Ok. Je vais faire la main. C'est un peu la tristesse. Ah, ça va assez vite. Du coup, si après on a un échantillon qui est plus petit, donc quelques petites. Pas un échantillon, pardon. Un résidu qui est plus petit et qui se balade un petit peu comme ça dans l'échantillon sans que ce soit trop gravissime. Tout ce qu'on va voir en fait, c'est une réduction de la taille des pics, généralement, pas toujours, mais généralement proportionnelle à l'échantillon. Par exemple, ici on a une absorbance de 80%. Si par exemple tout à coup on a une absorbance de 60%, donc une réduction de moitié, une absorbance de 40%, pardon, donc une réduction de moitié, on peut déterminer que l'échantillon est à peu près pur à normalement 50%. Mais voilà, c'est pas top, c'est pas toujours linéaire, ça dépend de la concentration de l'échantillon et la concentration de produits dans l'échantillon qu'on veut mesurer. Du coup voilà, donc c'est une technique qui est vachement cool la plupart du temps pour comparer des spectres entre eux. Donc c'est très bien pour trouver un certain produit. On a vu aussi du coup que grâce aux différentes positions des pics, on peut savoir un petit peu quelle fonction organique on va trouver sur la molécule. Donc on peut déterminer si justement il y a un cycle aromatique, si il y a une fonction carbone-oxygène, s'il y a une fonction carbone-azote aussi. Donc on peut déterminer un petit peu des trucs comme ça, parce qu'à chaque fois les différents types de liaisons ils seront différents selon les atomes qu'il y a. Mais par contre, voilà, genre c'est pas incroyable. Faut pas se dire non plus qu'avec un spectre on peut complètement trouver une molécule. C'est probablement pas possible si on n'a pas d'autres spectres pour les comparer. Donc voilà, ça donne quelques informations cruciales sur une molécule, mais c'est pas idéal pour identifier une molécule qu'on connaît pas. Voilà. Il y a la résonance magnétique nucléaire qu'on va voir après pour faire ça, qui est beaucoup plus puissante. C'est de l'infrarouge sous stéroïde en fait. Même si le système n'est pas du tout le même, mais ça permet d'avoir même style d'information, mais beaucoup plus complet. Donc voilà, c'est pas top, c'est pas incroyable pour faire de l'identification de molécules inconnues. C'est pas mal pour avoir assez bien pour obtenir l'identification d'une molécule qu'on connaît déjà, ce qui est généralement assez cool avec les drogues, sauf si on parle de recherche chemicals, et si possible d'une matrice pas trop contaminée par plein de vieux résidus et de trucs pas cool. Donc on va essayer de garder un truc assez simple, voilà, si possible pas trop coupé quoi. Mais voilà, mais sinon c'est une technique qui est quand même assez cool et qui est assez informative quand même et qui est pas trop chère et qui est pas trop compliqué à manipuler et qui est voilà, genre techniquement pas ultra complexe. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Là, j'ai rapidement aussi montré un petit peu deux différents types entre le MIR et le NIR. Donc ça, c'est un système NIR qui en fait utilise simplement une cuvette. Donc c'est un peu un système ancien, on va dire. Où alors on met l'échantillon dans la cuvette et puis après il y a une fibre optique qui va permettre de faire passer les rayons infrarouges dedans et puis après on va les récupérer avec un diffracteur et puis ensuite un détecteur. Voilà, c'est représenté en lumière ici, hein, mais c'est pas du tout en lumière, c'est des rayons infrarouges donc ça se voit pas à l'œil nu. C'est juste pour l'illustration. Et l'autre système qui est plus récent et qui est vachement plus intéressant, parce que généralement quand on le met dans une cuvette l'échantillon, ça veut dire qu'on doit le liquéfier d'abord, donc il faut le préparer, il faut qu'il soit soluble dans un produit, il faut que le produit il absorbe pas. Donc c'était un peu une méthode ancienne qui était un peu galère, et vu que ces dernières années on a réussi à avoir un système MIR, donc un système comme ça, qui est du coup vachement moins destructif, il y a moins de préparation, et il est tout aussi efficace, et il est même plus rapide, et ben du coup on est mieux. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a une source lumineuse. Alors je vous ai présenté un prisme avant, ça se faisait avant, donc voilà. Maintenant on utilise ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. C'est un système avec un miroir semi-transparent et puis deux autres miroirs qui sont pas semi-transparents. Et ça permet du coup, en faisant tourner en fait les différents miroirs, de modifier la longueur d'onde. Et ça c'est top.
Ensuite, on aura une petite plateforme ici avec un diamant en dessous. Et pourquoi un diamant? Parce que ça a une diffraction de la lumière qui est extrêmement stable et connue, même à différentes températures. Et c'est très résistant aussi, donc c'est très pratique. Et du coup, on va déposer simplement l'échantillon sur la surface. Le rayon, en fait, il va passer, donc le rayon infrarouge, il va passer dans l'échantillon. Et en fait, il y a une partie qui va passer, donc qui va se ramener ici, qui va se diffuser dans l'échantillon, donc qui va chauffer un petit peu l'échantillon, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et il y a une grosse partie du rayon en fait normalement, à moins qu'il y ait beaucoup d'absorbance. Donc on va voir, voilà, c'est ce qu'on voit en fait ici sur le spectre là. Voilà, typiquement, si on mesure à 1600, 1160 nanomètres, on va avoir énormément d'absorption. Donc une bonne partie ici sera diffusée dans le matériau et ça va le chauffer. Et il y aura 20% du coup de la lumière qui va être réfractée ici et qu'on va pouvoir récupérer dans un détecteur qui lui va mesurer l'intensité. Voilà. Donc grâce à un système comme ça, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de préparation d'échantillons. Ça permet d'avoir une analyse vachement plus rapide. Et avec cet interféromètre ici, on peut avoir plein de longueurs d'onde aussi assez cool, sans avoir forcément de système de diffraction. Et ça permet de aussi pas modifier en fait la direction du rayon. Donc ça c'est assez bien. Parce que ici, vu qu'on diffracte, on va aussi modifier la direction du rayon, alors que là, ça permet d'avoir plusieurs longueurs d'onde sans modifier le rayon lui-même, la direction du rayon. Donc ça c'est cool. Du coup voilà, ça c'est juste en fait la technique qu'on utilise principalement actuellement. Il y a encore des anciens spectromètres qui utilisent des cuvettes et tout, mais vu que c'est pas pratique et qu'il faut trouver des solvants et qu'après il faut préparer et tout ça, on n'utilise plus trop. Voilà. Mais c'était voir un peu comment c'était fait avant et actuellement. Du coup voilà. Le diamant il est tout petit, c'est un diamant synthétique, donc c'est pas ultra cher en soi. Ce qui permet d'avoir quand même des spectromètres qui sont pas qui coûtent pas la peau des fesses juste pour avoir un diamant dedans. Du coup, voilà. Je sais pas si vous avez des questions encore sur l'IR, après on va passer à la HPLC. Si tout est clair, tout est foireux. Voilà. Bon, si tout est clair, nickel. Ouais, du coup, on va passer à la HPLC. Alors ça, c'est un peu un Graal, on va dire, puisque c'est un système qui est très résilient. On peut l'utiliser dans beaucoup de situations, avec beaucoup de produits, et il y a énormément de possibilités de variabilité avec la HPLC. On peut vraiment faire une pétée de trucs avec. C'est ultra versatile. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un instrument de choix la grande majorité du temps, parce que c'est trop cool. C'est vraiment une machine bien. Ça supporte énormément de types de substrats, on peut analyser des protéines avec, on peut analyser différents types de matrices ultra variées avec, en modifiant 2-3 facteurs du coup. Mais voilà, c'est assez cool et les analyses sont assez rapides, voire on peut les rendre extrêmement rapides. Il y a des systèmes qui permettent de faire des analyses en moins d'une minute, à très très haute pression. Et du coup, c'est aussi un argument de choix pour faire de l'analyse en bulk, donc en grosse quantité. Comme bah ici, donc ça c'est justement une HPLC assez avancée, voilà, c'est pas un petit modèle, c'est genre un assez gros modèle. Et du coup là-dedans on peut par exemple mettre une pétée d'échantillons, donc on peut mettre par exemple toutes les drogues de la population genevoise une par une là-dedans. Et en fait il y a un petit bras électronique en fait à l'intérieur qui va venir récupérer à chaque fois les échantillons, les tirer, ou bien ça se fait par le pas des fois, ça dépend. Qui va pouvoir en fait du coup récupérer les échantillons, directement les injecter dans la machine et du coup on aura les résultats. Et puis vu que ça peut faire selon les conditions opératoires, ça peut faire des analyses voilà, normalement sur une HPLC normale c'est à peu près entre 10 et 15 minutes. Mais comme je disais, sur certains systèmes, ça peut prendre moins d'une minute, voire des fois 30 secondes. Ça permet du coup de faire des analyses, de laisser la machine tourner et de faire des analyses en continu, comme ça, tranquille, sans surveillance particulière, et puis de récupérer les résultats à la fin. Donc ça c'est cool. Jusqu'à là on n'a pas vu de technique automatisée en fait pour analyser des échantillons, et en laboratoire quand il y a beaucoup de trucs à analyser en même temps, c'est assez cool de juste pouvoir foutre ces échantillons comme ça. Et puis comme je disais, vu que c'est une technique aussi assez robuste, il n'y a pas besoin de changer les conditions opératoires normalement, à moins que les produits soient très différents. Mais typiquement, je sais que pour l'analyse de drogue en soi, les substrats sont généralement assez similaires. Voilà. La grande majorité, c'est des amines qui ont des... Alors les tailles, elles peuvent varier un peu, mais ça reste des tailles globalement à peu près similaires, voilà, entre généralement 100 et 500 Dalton. Donc c'est à peu près des tailles de molécules pareilles. C'est toutes des bases faibles généralement, donc c'est très bien pour la majorité, donc ça va nickel. Et du coup, en fait, c'est voilà, pareil avec les produits pharmaceutiques, une grosse partie ont des conditions
physio-chimiques assez similaires, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas besoin, on peut vraiment faire des analyses comme ça, tranquille, sans trop s'en soucier, juste préparer les échantillons, les foutre dans la machine, ça sort les résultats, et puis voilà. Donc c'est assez cool pour ça. Le système en soi de comment ça marche, alors là c'est vachement simplifié parce que je voulais pas vous faire un truc ultra complexe, mais c'est composé de 4 parties importantes, enfin 5 si on compte l'ordi avec. Du coup ici en fait on va avoir la première partie ici qui est en fait du liquide, voilà, là-dedans. Donc on va utiliser différents systèmes. En fait si vous voulez, genre, juste pour avoir une idée globale de ce que c'est de l'HPLC, il faut imaginer que c'est... J'avais parlé du coup de l'IR qui est comme... de la RMN qui est comme de l'infrarouge sous stéroïde. Et là en fait on a un petit peu de la CCM mais sous stéroïde. Parce qu'en fait ça va être vachement plus rapide, vachement plus puissant et performant. Et le système en fait est globalement à peu près le même. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va récupérer un liquide ici. On va mettre une pompe en fait pour l'injecter du coup sous pression qui est en vert ici. Donc ça c'est la phase mobile. Ça c'est la pompe du coup qui va pousser dans le truc. On a une autre partie qui est importante ici qui s'appelle l'injecteur. Alors là c'est un injecteur manuel, comme vous voyez il y a une petite seringue où on va mettre l'échantillon dedans. Mais la majorité, enfin ça dépend des laboratoires. Hein, mais voilà, on peut clairement avoir des injecteurs comme la partie ici, quoi, qui sont des injecteurs qui sont pas manuels, donc on peut directement les automatiser pour faire des grosses quantités d'échantillons, comme je disais avant. Donc ça, c'est une partie assez importante. Une autre partie importante, du coup, très importante même, c'est la colonne. Donc on avait vu, si vous vous souvenez, avec notre bon ami Tfetz, qui en fait avait justement utilisé une colonne avec du sable dedans, et du coup là c'est exactement le même système, simplement on n'utilise plus du sable, on utilise toujours de la silice mais c'est plus du sable du coup, et du coup le système est pareil, simplement ça va être sous pression, donc il n'y a pas besoin d'attendre que le courant il passe comme ça, et le système d'injection du coup permet de garder aussi le système sous pression. Donc c'est un petit peu comme la chromatographie standard liquide du coup, parce que la phase de mobile ici elle est liquide, et du coup on peut injecter notre liquide, il va être sous pression, ensuite on va tourner en fait cette pièce ici pour généralement c'est automatique mais on peut le faire à la main, pour en fait ajouter l'échantillon qu'on aura mis. Donc ça sera toujours sous pression, ça passe dans la colonne sous pression, et une fois que ça passe dans la colonne, du coup il y a comme je disais des composés qui vont être plus retenus par la colonne et des composés qui vont être plus être transportés du coup par la phase mobile qu'on injecte, donc ici, et du coup qui vont sortir en premier ou pas en premier. Du coup voilà, watch, ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Tac, et du coup, la dernière partie, donc la quatrième partie, c'est l'analyseur ici. Voilà. Du coup, l'analyseur en soi, on peut mettre différents systèmes pour analyser ce qu'il y a dedans. Donc le but, ça va être en fait lui, il va récupérer des petits, du liquide en fait, qui va être ici ce qu'on a injecté, donc la phase mobile. Il va récupérer ça, et dedans, selon le temps que ça va prendre, parce qu'il y en a certains ça va prendre plus de temps que d'autres, donc les tout premiers du coup ils auront beaucoup d'affinité pour la phase liquide, donc il va les analyser, et lui, ce liquide là en fait il va l'analyser en continu pour en fait vérifier ce qui sort. Voilà. Et après il va envoyer ça à un ordinateur, et le liquide qui reste, du coup il va le balancer là-dedans, donc juste dans un récipient. Voilà, juste un récipient qui va permettre de récupérer le liquide. Généralement, on les jetait, mais comme je disais, c'est pas une technique vraiment destructive, parce qu'en soi, on peut récupérer le liquide et le virer des solvants. Et si on vire les solvants là-dedans, on va récupérer l'échantillon comme il était de base. Hein. C'est juste qu'on l'a séparé et ensuite on l'a remélangé. Mais voilà, on l'a analysé entre temps. C'est ça qui est intéressant. Du coup, voilà. Ce qui est cool, très très cool avec la HPLC, justement, je parlais de sa versatilité. Pourquoi sa versatilité? Parce qu'en fait, il y a énormément de paramètres qu'on peut changer, ce qui permet d'utiliser en fait cette technique sur énormément d'échantillons différents. Qu'est-ce qu'on peut changer? Du coup, on peut changer ça. On peut changer le type de liquide qu'on injecte dedans. Donc on peut mettre des liquides qui sont très polaires, des liquides qui sont très apolaires. On peut vraiment en mettre de tout. Donc c'est cool pour analyser plein de types de produits. Donc voilà, on peut utiliser n'importe quel type de liquide. On peut modifier du coup aussi le type d'injecteur. Donc comme je disais, on peut avoir des injecteurs manuels. On peut avoir des injecteurs automatiques. On peut varier la quantité du coup qu'on va mettre dedans aussi. Voilà, le système après d'injection, généralement c'est toujours le même, c'est une boucle d'injection qui est prévue pour qu'on puisse charger en fait le composé, et une fois qu'on la tourne, ça injecte du coup le composé dans la colonne. La colonne, pareil, il y a 10 milliards de possibilités en termes de colonnes qu'on peut utiliser. Sur la colonne, on peut utiliser du coup une phase en silice, donc comme je disais, similaire en fait
au sable. On peut utiliser une colonne inverse, ce qu'on fait la majorité du temps. En fait, on fait de la chromatographie inverse. Ça veut dire qu'on va utiliser une colonne qui est apolaire, donc pas comme la silice. En fait, ça va être de la silice, mais on va greffer dessus plein de chaînes aléphatiques, donc comme du pétrole en fait. Donc un truc très apolaire sur la silice elle-même. Et du coup, ça va nous faire des petites billes qui vont retenir très très fort les composés qui sont apolaires. Et les composés les plus polaires, ils vont partir vite. Donc on fait souvent ça. Après, les détecteurs aussi, on a plein de possibilités au niveau des détecteurs. Le détecteur qui est le plus utilisé, c'est un détecteur en UV. C'est le standard, on va dire, sur à peu près 90% des HPLC, ça va être des détecteurs UV, mais il y a d'autres possibilités. On peut aussi utiliser des détecteurs infrarouges, comme on a vu avant, voilà, qui sont aussi intéressants parce qu'ils nous donnent des informations sur la structure de la molécule. Le détecteur UV, il va nous donner un petit peu d'informations sur la structure de la molécule, mais pas toujours, voilà. Le truc, c'est que quand même pas mal de molécules qui absorbent en UV et en visible, donc on utilise l'UV parce que c'est assez pratique pour la majorité des composés. L'infrarouge, il est un peu plus cher et un peu plus galère à mettre en place. Et le problème, c'est que l'infrarouge, il y a quand même pas mal de phases mobiles qui absorbent aussi dans l'infrarouge, donc qui vont fausser les mesures. Donc voilà, c'est pas compatible avec tout l'infrarouge. L'UV, c'est compatible avec un peu plus de trucs, mais voilà, ça absorbe aussi des fois. Hein, genre, c'est pas absolu. Et puis il y a encore d'autres types après qu'on va voir plus tard, qui est la spectrométrie de masse. On peut coupler de la HPLC avec de la spectrométrie de masse, comme on va voir après, qui est une super technique, mais le couplage HPLC à spectrométrie de masse est vachement compliqué parce qu'on doit passer d'une phase mobile liquide, comme le liquide qu'on injecte ici, à une phase mobile gazeuse. Donc en fait on va devoir vaporiser après cette phase mobile, et du coup là ça va être destructif en plus. Donc voilà, c'est compliqué à mettre en place, mais ça permet d'identifier des composés vraiment ultra précisément. Par contre, ça coûte cher et du coup, c'est assez rare. Donc voilà, juste retenir peut-être que l'UV, c'est quand même le truc le plus utilisé pour la HPLC. C'est un système assez standard qui va très bien. Et du coup, voilà, et après, bien sûr, il y a aussi plein de software sur l'ordinateur qu'on peut utiliser pour vérifier les données et faire de l'interprétation de spectre. Donc à la fin, pardon, c'est pas un spectre, mais voilà, à la fin, on obtient ça en fait, qui est, voilà, si vous voulez avoir l'air d'un expert aux prochaines sessions de vérification de drogue, vous pouvez, si jamais ça a été fait par HPLC, en fait c'est pas un spectre, c'est un chromatogramme, parce qu'en fait un spectre va vous donner des informations sur une molécule. Voilà. C'est le but d'un spectre. Et la plupart du temps, et si, ça peut aussi être utilisé sur un mélange de molécules, un spectre, mais un spectre va vous donner des informations selon la longueur d'onde en fait. Là, vous n'avez pas d'informations réellement sur la longueur d'onde utilisée, pas du tout. Généralement, on va fixer une longueur d'onde de base pour l'UV, dans laquelle on sait que les composés ils absorbent, comme ça on est bien. Et du coup, ici, on va avoir en fait du temps. Pourquoi du temps? Parce que en fait, les composés ils vont plus ou moins rester, comme je disais avec le système de sable avant, ils vont plus ou moins rester en fait dans la colonne. Et du coup, selon s'ils restent longtemps dans la colonne ou pas, ils vont apparaître plus ou moins tard ici. Et là, on a de l'abondance. Donc ça, c'est le détecteur UV qui va automatiquement traduire en fait traduire si les signaux UV qu'il va recevoir et du coup calculer plus ou moins la quantité de molécules qu'il y a. Donc voilà. Et du coup, ça nous donne un spectre comme ça. Et du coup, les composés ici, ceux qui sont... petite question pour vous. Les premiers qui sortent ici, est-ce qu'ils sont plutôt polaires ou apolaires si la colonne est apolaire? Et du coup, que la phase mobile, elle est polaire. Si quelqu'un sait. Ou si quelqu'un... Ou si tout le monde est perdu, ce qui est possible aussi. Non, vous savez pas trop du coup. Ouais. Alors, du coup, les tout premiers composés qui vont sortir, ça va être des composés qui sont polaires. Ça va être ceux qui sont... du coup, si on a une colonne apolaire, ça veut dire que la phase mobile, elle est polaire. Donc le liquide qu'on injecte, il est polaire. Et les molécules, en fait, qui vont être rapidement transportées par la phase liquide qui est sous pression, du coup, elles vont sortir rapidement. Elles vont pas rester bloquées dans la colonne qui est apolaire. Donc ici, les premiers composés vont être du coup ici polaires. Et plus on va avancer ici, plus ils vont être apolaires. Voilà. La plupart du temps, comme je disais, dans les analyses de drogue, on fait de la HPLC inverse. Donc la majorité du temps, plus les composés vont sortir tard et plus ils vont être apolaires. Donc plus ils vont être retenus directement dans la colonne. Voilà. Tac. Voilà.
Et du coup, bah, après l'abondance, simplement, des fois, alors vous voyez que les pics sont plus ou moins espacés, ça dépend de pas mal de facteurs qu'on peut modifier pour avoir des pics plus ou moins fins. Mais ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va simplement mesurer l'intégrale en fait du pic. Donc voilà, si vous avez des mauvais souvenirs de maths, c'est voilà, c'est pas grave, on va pas insister sur la notion. Mais en fait, on va calculer en fait l'air qu'il y a là-dedans et ça va nous donner du coup la quantité qu'il y avait en fait à l'origine. Donc voilà. Donc là, typique d'un système couplé en fait, avec une technique séparative d'abord, qui est la HPLC, et après un détecteur. Voilà. Comme je disais, bah, ça a une bonne séparation, franchement, c'est vachement pratique pour séparer beaucoup de composés, c'est cool. Ça coûte entre 20 000 et 100 000 euros, ça dépend du système, voilà. Il y a même moyen d'en acheter d'occasion pour moins cher, et ça dépend vraiment de... Comme je disais, c'est des systèmes qui sont tellement versatiles, avec tellement de possibilités, que au final, il n'y a pas... Il y a pas de gamme de prix mince, quoi. C'est vraiment ultra variable selon les composés qu'on veut, etc. Le prix de l'analyse, j'en ai pas parlé du coup pour l'infrarouge, mais du coup le prix de l'analyse infrarouge est théoriquement plus ou moins gratuit. Enfin, faut juste payer pour l'électricité pour le rayon infrarouge, mais c'est tout. Là, en termes de coût par analyse, on est autour de entre ouais, à peu près, je dirais à peu près 5 euros. Voilà, je parle juste du coup sans payer la personne qui l'utilise, hein, mais juste du coup, voilà, parce en fait, il faut utiliser quand même pas mal de phases mobiles généralement, donc le solvant ici, il est pas gratuit, puisqu'on va pas foutre de l'eau, généralement, c'est pas top top. Donc on va utiliser d'autres solvants qui sont un peu plus chers et qui doivent être surtout très très purs. Donc ce qui a pas aidé à baisser les prix des solvants non plus. Voilà. Après, selon les techniques utilisées, on en utilise plus ou moins de solvants, mais la majorité du temps, voilà, le débit sur l'analyse ici, elle est assez courte, hein, mais 6 minutes, voilà. Genre en termes de débit, on a à peu près 1 millilitre minute. Donc voilà, là on a à peu près balancé 6 millilitres de solvant. Après, bon, vu que c'est quand même vachement cher avec une bouteille d'1 litre, c'est facile, 150 balles. 6 millilitres sur 1 litre, voilà, ça fait à peu près 1% de 150 balles. Donc voilà, temps d'analyse rapide, en vrai, ça va. Mais sur des analyses qui durent, voilà, comme je disais, généralement entre 10, 15, des fois 20 minutes, ça peut revenir assez cher quand même. Voilà, c'est assez variable. Du coup, J'ai une question, je te ouais, ouais, coupe ouais. 2 secondes. Est-ce qu'on peut savoir à combien le produit est dosé? Ouais, alors ouais, j'ai peut-être pas. C'est marqué ici, du coup, détermination à 0,01% possible. Ça dépend des détecteurs, comme je disais. Avec de la MS, on peut même descendre encore plus bas, vous allez le voir après. Mais en fait, avec un système déjà UV, on peut être vachement bien au niveau précision. Comme je disais, en fait, on va calculer l'air qu'il y a du pic là, donc l'intégrale du pic. Et selon cette intégrale, ça va nous donner un chiffre. Voilà. Et du coup, bah, grâce à ce chiffre-là, on va pouvoir déterminer combien il y a de molécules en fait qui sont passées. Parce qu'en fait, les pics ici, c'est juste des molécules qui sont passées dans le détecteur et qu'il a compté, tu vois. Et là, il va te dire, ok, bah là, du coup, c'est en puissance 6. Donc là, il peut dire par exemple, ok, bah là, ça veut dire qu'il y a, là, il y a 500 000 molécules qui sont passées. Là, il y a 1000 molécules qui sont passées, tu vois. Et puis du coup, à chaque fois, il compte. Et ensuite, une fois qu'il a compté toutes les molécules qui sont passées, tu peux faire l'air ici et ça va dire le nombre de molécules qui sont passées. Et avec plus ou moins de précision selon le détecteur lui-même. Et du coup, bah, ça te permet ensuite, bah, grâce à cette air-là, de déterminer, voilà, bah, ok, il y a 10 000 molécules qui sont passées. Dans mon échantillon de départ, j'avais à peu près, normalement, si tu fais l'air de, de tous les pics ensemble, donc tout ce qui est passé, tu vas pouvoir dire, ok, il y a 10 000 molécules qui sont passées. De base, j'avais 1 million de molécules. Ça veut dire que bah, là, en l'occurrence, j'ai 1% de mon composé 1, qui est de l'hydrocodone en l'occurrence. Du coup, voilà, je sais pas si c'est clair et ça répond à ta question. Ouais, ouais, j'ai compris. Bah, merci à toi. Yes. Ce qui n'est pas montré ici et que j'ai compris un peu tard, c'est que la plupart des détecteurs UV ils sont vachement balèzes et en fait c'est des détecteurs UV à diode comme je vous avais expliqué avec l'infrarouge et en fait ils peuvent faire entre 80 et 120 analyses à la minute, à la seconde pardon. Du coup c'est extrêmement rapide et ça permet de faire plein d'analyses et de faire en fait à chaque fois le spectre complet. Donc en fait par exemple on pourrait dire on voit le composé 1 ici. Alors là on voit justement l'abondance en termes de temps. Donc là on voit un chromatogramme comme je disais. Et en fait, après, dans un logiciel adapté, en fait, on peut regarder par exemple à 4 minutes, ici 10 ou 20, à 4 minutes 15 secondes, on peut regarder en fait le spectre UV de la molécule qui permet du coup de déterminer aussi la molécule. C'est un peu comme un spectre infrarouge, comme je disais, un petit peu moins informatif, mais voilà. Et du coup, on va pouvoir voir par exemple, ouais, la molécule est comme ça, ok, il y a un pic ici, il y a un pic ici, il y a un pic ici. Ça, c'est l'absorbance du coup. Voilà. Et là, du coup, on aurait
nu, donc la longueur d'onde. Donc en fait ça permet non seulement d'avoir la quantité ici, donc sur le chromatogramme on voit la quantité des choses, et on peut même avoir de la qualité en fait, en regardant après individuellement à chaque temps quel est le spectre. Donc on peut dire voilà, ce spectre là du coup, le spectre qu'on a obtenu pour le pic 1 effectivement c'est un spectre de l'hydrocodone. Voilà. Le spectre 2 ici, ça va être la codéine, et le spectre 3, machin. Et du coup, grâce à ça, on peut réellement avoir des informations à la fois quantitatives avec le chromatogramme qu'on a ici, là, et à la fois qualitatives avec à chaque fois en fait, le spectre UV ou le spectre infrarouge ou la différente technique qu'on va utiliser. Donc c'est un super outil intéressant parce que jusqu'à là, on n'a rien vu de quantitatif et de qualitatif qui fonctionne bien dans les deux cas. Et la HPLC, c'est un des trucs relativement accessible parce que c'est quand même vachement cher, mais voilà, qui permet en fait d'avoir à la fois du qualitatif et du quantitatif avec précision et avec un bon selon le détecteur qui est utilisé et les paramètres en fait, parce que je vous ai dit qu'il y a plein de paramètres, mais selon les paramètres qui sont utilisés, on peut avoir des détections à des taux extrêmement bas de vraiment quelques nanolitres d'injection, quoi. Donc c'est des quantités ridicules. Et voilà, typiquement pour du LSD ou ce genre de choses, c'est cool. Parce que sinon, avec un spectre infrarouge, on va rien voir. On va voir le papier avec le spectre infrarouge, quoi, mais on va pas voir le LSD. Après, on pourrait le mettre en solution, mais même l'encre et tout, ça va foutre un bordel. Une CCM, laissez tomber, parce que la tâche, elle va faire, on va rien voir. Et la colorimétrie, alors oui, on va pouvoir voir s'il y a une lysergamide ou pas, mais ça va pas être super précis. Alors qu'avec un système d'HPLC, du coup, c'est trop cool. Parce qu'on peut voir la quantité de LSD qu'il y a avec l'air du pic, et après on peut se mettre en fait, regarder le spectre d'absorbance et se dire ah ouais, c'est du LSD, tu vois. En plus le LSD il absorbe en UV, donc exemple parfait. Mais voilà. Donc voilà, c'est une technique vraiment bien et peut distinguer les isomères aussi, ça c'est cool. Donc en fait on peut utiliser une technique sur la HPLC qui permet de distinguer les isomères. Et ça c'est assez sympa. Ça dépend des isomères après en soi. Donc ça permet pas de différencier tous les isomères, mais typiquement il y a des colonnes spéciales en fait qu'on peut acheter, puisque là c'est une colonne plus ou moins standard, je vous avais dit. Mais en fait il y a des colonnes spéciales qu'on peut acheter et à foutre ici, et en fait ça permet de différencier des isomères. Et ça peut différencier des isomères aussi bien de constitution, donc par exemple la 4-MMC et la 3-MMC, ça peut le faire. C'est assez difficile à obtenir, mais ça peut, en élaborant une méthode pour. Et ça peut aussi différencier des isomères, des énantiomères, du coup par exemple la S-kétamine et la R-kétamine. Voilà. Faut acheter la colonne appropriée, donc c'est assez cher. La colonne en soi elle coûte 600 000 balles, quoi. Pas 600 000, mais entre 600 et 1000 balles pour une colonne qu'on appelle chiral, qui permet de faire ça. Et sinon voilà, après ça tourne tranquille comme d'habitude, et ça permet de séparer en fait ces deux types de choses. Donc voilà, la HPLC permet aussi de faire ça avec un peu de matériel adapté, on peut différencier des isomères carrément, donc c'est assez cool. C'est aussi la première technique qu'on a vue qui permet de faire ça. Donc voilà, donc c'est en gros la HPLC, en tout cas d'un point de vue de l'analyse style drug checking, c'est la base en fait, parce que c'est assez cool. Comme vous avez vu, c'est un système méga versatile qui est plus ou moins accessible en termes de prix, genre oui c'est cher, mais pour un laboratoire généralement ça va, qui est vachement automatisable, donc qui permet de gagner énormément de temps, et ça c'est cool, parce que les autres techniques c'est long quand même, voilà. Qui est assez rapide, qui est pas ultra coûteuse une fois qu'on a acheté l'appareil. Voilà, bon, comme je disais, les solvants c'est quand même pas gratuit, mais ça va. Qui est très précise et qui fait du qualitatif et du quantitatif, et qui est même en plus pas destructif. Si on a vraiment envie de récupérer l'échantillon à la fin, on peut même le récupérer si on veut. C'est juste que généralement on le fait pas parce que les quantités elles sont ridicules. Donc voilà, ça prend aussi très peu d'échantillons. Contrairement à un test colorimétrique où là on va prendre quand même pas mal d'échantillons. Donc voilà. Donc voilà, en gros, système bien, c'est devenu effectivement le système un peu de choix actuellement qu'on a, parce que voilà, c'est une technique ultra robuste qui a tous les avantages dont je parlais avant, donc qui est vraiment bien. Voilà, c'est juste devenu un peu la base, et en plus c'est une technique sur laquelle on a aussi beaucoup de recul, donc c'est assez cool. On connaît déjà beaucoup, il y a beaucoup de spectres qui sont enregistrés, on peut beaucoup discuter de plein de trucs et tout. Donc voilà, c'est assez quali pour ça. Voilà. Ouais, si vous avez des autres questions sur la HPLC, n'hésitez pas aussi. Mais voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit dessus. Ouais, donc là on arrive sur les trucs un peu le futur. Je vais pas passer trop de temps dessus. Si vous comprenez pas trop, c'est pas trop grave. Mais voilà. La GCMS, c'est le même système en fait que de la chromatographie comme la HPLC. Mais sauf que c'est pas de la chromatographie liquide,
c'est de la chromatographie gazeuse. Du coup là on va carrément prendre l'échantillon et le vaporiser avec différents types de systèmes. Généralement c'est un four qui va chauffer et ça peut monter jusqu'à 400 degrés, mais généralement c'est plus autour des 200-250 degrés. Donc c'est assez cool parce que grâce à le fait ce système en fait de mettre les molécules sous forme de gaz, ça permet d'avoir une assez bonne séparation des molécules. Et ça permet aussi directement d'utiliser un détecteur MS à la fin qui a vraiment énormément d'avantages. Je suis pas 100% sûr que ce soit la première raison du développement de la GCMS, mais en tout cas c'est l'intérêt réel en fait d'utiliser la GC actuellement, et c'est pour ça qu'il est parfois préféré à de la HPLC, c'est que couplé directement avec l'AMS qu'on va juste voir après, je vais passer dessus, c'est un système qui est vachement intéressant. Du coup voilà, le mode de fonctionnement d'une GCMS assez simplement, je vais vraiment essayer de faire ça rapidement parce qu'on a pas masse pété de temps. On va simplement prendre l'échantillon, voilà, on va le mettre en fait dans une chambre qui a un four, voilà. Donc on va le faire rentrer ici, hein, du coup. On va le faire rentrer là avec une petite seringue, on va l'injecter là-dedans. Il y aura un four qui va le chauffer, il va le vaporiser. Si jamais c'est un composé, il faut faire attention parce qu'il y a des composés qu'on appelle thermolabiles qui sont sensibles à la chaleur et qui peuvent se détruire. Typiquement le LSD, c'est vachement sensible à la chaleur. Et du coup, on va difficilement pouvoir le caractériser en GCMS. On peut le faire, il y a des techniques pour modifier en fait le LSD, donc on va faire une petite réaction chimique avec le LSD avant pour qu'il soit plus résistant à la chaleur. Mais la majorité du temps, on va plutôt utiliser de la HPLC pour tuer le LSD. Genre, c'est un peu bizarre de prendre le risque de le dégrader en utilisant le GCMS, surtout si on a accès à un système HPLC à côté. Voilà. Mais voilà, on peut le faire pour des composés comme ça, ou on peut aussi certains composés qui sont très difficiles à vaporiser. Parce qu'ils sont très liés entre eux. On a aussi des techniques avant préparatives pour qu'ils puissent se vaporiser quand même à des températures justement autour de 250-300 degrés. Du coup voilà, donc après là on a un four qui va chauffer. Ensuite le gaz il va être en expansion. On va rajouter un gaz généralement, alors là c'est du CO2 mais souvent on utilise d'autres types de gaz en vrai, juste typiquement de l'argon ou de l'hélium ou différents types de gaz. Et du coup ça va permettre aussi de pousser et de mélanger, comme ça la vapeur elle sera pas trop forte en échantillon. Voilà. Ça permet de le mélanger un petit peu. Ouais, bah là il y a hydrogène, voilà, typiquement. Donc ici on va aussi balancer de l'hydrogène avec. Du coup ça va nous créer un mélange avec notre échantillon et l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène c'est utilisé mais c'est un peu risqué, mais c'est utilisé, mais c'est un peu explosif l'hydrogène et c'est quand même des trucs chauds, donc généralement on évite. Et là on a une valve. Du coup cette valve elle va s'ouvrir en fait. Le mélange des deux il va passer ici et là on a la colonne. Alors du coup la colonne n'a un peu rien à voir avec les autres styles de colonne parce que c'est gazeux. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend un tube, on le tourne en spirale, comme ça il y a une bonne distance, voilà. Et ensuite il y a le gaz qui passe dedans et en fait il aura de l'affinité ou pas avec la colonne elle-même, mais il n'y a pas de liquide du coup. La phase en soi, la phase mobile, c'est directement l'hydrogène qui va porter en fait les molécules gazeuses. Donc, voilà. L'avantage c'est que ça se fait aussi vachement rapidement. Donc ça va tourbillonner là-dedans là, pour s'accrocher et avoir en fait de l'adhésion pour la phase stationnaire, donc la colonne en soi, ou bien le gaz porteur qui est la phase mobile. Et ensuite du coup ça va arriver ici dans la partie MS. Voilà. Ça, on garde pour après. Parce que voilà, c'est un peu complexe. Et du coup, la partie AMS, ça va être la partie analyse. Mais voilà, en fait, le système, globalement, il faut juste dire qu'il y a un four, on chauffe, on va utiliser en fait, non pas un liquide comme avant, comme phase mobile, mais là directement un gaz, donc là de l'hydrogène en l'occurrence. On peut utiliser de l'hélium aussi. Et du coup, la colonne ici, voilà, elle est différente parce qu'en fait, on n'a pas de liquide non plus dans la colonne, donc on va créer une colonne qui va permettre de tenir les gaz en fait. Du coup voilà, la machine ressemble à ça, c'est sensiblement plus cher que des colonnes standards et puis des systèmes d'HPLC standards. Ça permet de faire la détection même un peu plus avancée, plus précise, mais voilà, c'est un poil plus cher. C'est destructif parce que la molécule elle va être chauffée et ensuite là on va complètement la démonter dans ce système là, dans l'AMS, donc on va pas pouvoir du tout récupérer l'échantillon par contre. La séparation elle est vraiment de ultra haute qualité comme je disais. Ça distingue pas les isomères, alors on peut utiliser différentes techniques pour avoir vraiment de la précision, mais la plupart du temps les isomères ça se distingue pas en GC, donc c'est un peu triste alors qu'on peut le faire en HPLC.
Et détermination effectivement à moins de 1 ppm. Donc moins de 1 ppm, ça veut dire que si vous mettez un échantillon de... voilà, imaginons que ce soit tous des molécules qui ont la même masse, comme ça on s'en met pas trop. Si vous mettez un échantillon de 1 kg dedans et qu'il y a un petit produit comme ça à 1 mg dans le kilo, vous prenez votre kilo dessus, vous mettez genre 1 mg de cocaïne dedans, on va pouvoir trouver le milligramme de cocaïne. Voilà. Et même des fois moins, on peut descendre à 0,1 ppm, donc 0,1 mg dans un kilo. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la puissance du truc en termes de détection, donc c'est vraiment très 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 puissant. Et ça permet de détecter vraiment des traces de trucs. Voilà. Après, est-ce que c'est réellement utile dans beaucoup d'applications? En fait, ouais, dans pas mal d'applications, c'est utile. Dans des analyses biologiques, typiquement, où il y a énormément d'autres molécules et tout. Et l'avantage de la GC aussi, c'est que c'est sélectif. Donc il y a beaucoup de composés qui vont être détruits ici. Et du coup, c'est à la fois un peu galère parce que c'est pas cool, parce que peut-être notre composé il va être détruit s'il n'est pas adapté. Mais d'un autre côté, ça va faire un peu comme un filtre en fait. Il y a plein de molécules qui vont être détruites et du coup, tant mieux, parce que du coup elles sont détruites et si on n'avait pas envie de les analyser, ça les vire et comme ça on n'a pas un spectre trop compliqué. Donc ça peut être pas mal. Ça permet d'avoir de la sélectivité dans ce qu'on fait. Du coup, voilà. Et ouais, du coup, pour les matrices biologiques, donc vraiment, je sais pas, l'urine par exemple, les quantités de drogue dans l'urine, des fois c'est ridicule, surtout si ça date de plusieurs jours. Et du coup, là, ça permet, typiquement, avec la GC, on peut faire l'analyse d'urine assez rapide et avec une précision assez extrême aussi, voilà, qui pardonne pas trop. Donc voilà, on peut le faire typiquement là-dessus. Et sinon, dans d'autres trucs, typiquement aussi les contaminations dans de l'eau. Si vous voulez vérifier le taux de radioactivité dans un lac, il y a tellement d'eau que en fait et les effets délétères de certains matériaux radioactifs sont présents à des concentrations extrêmement faibles, qu'un système de GC c'est très cool pour ça, parce que ça permet de prélever des minuscules quantités d'échantillons et détecter vraiment quelques atomes quoi, du truc qu'on veut. Donc c'est assez cool. Voilà. Je vais pas partir trop loin parce qu'on a pas masse temps, mais vite fait du coup pour expliquer un peu ce que c'est la MS. Voilà, c'est ce truc qui ressemble à un sable laser, du coup c'est assez stylé. Donc ça c'est la partie en fait analytique qui est ici que j'ai mise en rouge. Voilà. Et en fait le système c'est un système en fait qui fonctionne par quantique, donc on va pas trop s'attarder là-dessus parce que je pense qu'il faut risquer d'être un peu perdu. Mais en fait il y a l'échantillon qui arrive ici. On a une source d'ionisation qui est généralement une flamme. Voilà, il y a différents types d'ionisation possibles. On peut utiliser aussi différents trucs, genre des rayons UV ou des machins comme ça. Mais généralement, c'est une flamme à 8000, 10 000 degrés. Donc vraiment, une flamme bien énervée, quoi. Flamme à l'argon, généralement. Et du coup, ensuite, dedans, on va balancer l'échantillon. Donc il est sous état de gaz. On va le mettre dans une flamme. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va ioniser. Donc on va vraiment l'exciter, il va être ultra chauffé par la flamme et puis du coup il risque même de perdre des petits morceaux la molécule risque de perdre des petits atomes un peu comme ça, donc elle va devenir un peu cassée. Ensuite il y a le système quadripôle, donc justement ça peut être tripôle ou quadripôle, c'est des barres en fait comme ça qui sont chargées électriquement et ça va permettre d'avoir de la sélectivité en fait pour les ions. Donc les ions qui sont trop cassés, ils vont partir puisqu'ils sont vraiment trop défoncés. On a de la sélectivité pour ça, on peut choisir ce qu'on récupère ou pas. Et les ions qui sont pas trop cassés, genre bien pour une analyse, on va pouvoir les garder. Ensuite, ils arrivent dans une chambre comme ça. Là, en fait, c'est pas indiqué sur le schéma, mais en fait, il y a une collision avec un gaz neutre. Donc là, on va balancer de l'argon dedans et on va frapper encore les molécules. Donc, faut s'imaginer que vraiment, on les détruit en fait. Genre vraiment, on les frappe de fou. Comme ça, elles sont bien cassées. Et l'avantage des molécules, si elles sont bien cassées, ça veut dire qu'elles sont chargées. Et vu qu'elles sont chargées, ici dans la dernière partie, on va encore faire un filtre là avec le quadripôle, donc on va encore virer des trucs, tous ceux qui sont trop cassés. Et du coup, on va récupérer à la fin juste une petite partie ici. Waouh, dans le détecteur d'ions. Et le détecteur d'ions, en fait, lui va pouvoir récupérer du coup chaque ion et mesurer en fait. Je sais pas si j'ai. Non, j'ai pas mis de schéma. Mais en fait, il va faire un rapport charge-masse. Voilà. Et du coup, ça fait des spectres un peu bizarres. Voilà, des chromatogrames un peu bizarres qui ressemblent à ça. Mais littéralement à ça. Hein. C'est pas genre des pics mal faits, c'est des barres en fait. Et ces barres, en fait, c'est un ratio qu'on appelle M sur Z. Voilà, rapidement. Qui en fait, M pour masse et Z pour la charge atomique. Et du coup, ça permet d'avoir en fait des. Et ça, du coup, c'est le temps. Et du coup, ça permet en fait d'avoir. Chaque fois, ça va être une molécule. Voilà. Qui a été plus ou moins cassée. Et selon en fait le nombre de fois où la molécule a été cassée et du coup la charge aussi appropriée, en fait on peut déterminer ultra précisément quelle est la molécule. Et grâce à ça, du coup, on a des résolutions qui déjà, c'est ultra sensible parce qu'ici le détecteur d'ion il va mesurer ion par ion. Donc vraiment on peut mesurer genre molécule par molécule. Tout le système est sous vide pour pas qu'il y ait de contamination.
Et du coup, en fait, on va vraiment pouvoir genre mesurer un ion par un ion. Et grâce à ce système-là, du coup, on a une précision énorme, quoi. Je veux dire, théoriquement, en fait, on peut réellement mesurer s'il y a une seule molécule dont on a besoin sur tout ce qu'on injecte, on peut la récupérer théoriquement. Voilà. Donc c'est méga précis. Et voilà. Et pour augmenter après la sélectivité, il y a même moyen d'en mettre en fait un deuxième comme ça. Donc on peut carrément en coupler un autre directement. Et du coup comme ça on recasse encore une fois et du coup on a encore plus de sélectivité. Donc il y a vraiment moyen d'isoler des trucs du futur. Donc voilà, c'est une technique qui est globalement la AMS, c'est une technique qui est très sélective et pas forcément pratique parce que c'est pas adaptable à tout clairement. Mais en termes de précision pour détecter des petits trucs, c'est incroyable. Et c'est quand même assez utilisé. Nous, en tout cas à Genève, on l'utilise pour faire de l'analyse de produits. Parce que pour certains produits, ça va très bien. Typiquement, la MDMA, voilà, typiquement, ça peut s'analyser par GCMS, ça c'est bien. Et du coup, ça permet d'avoir énormément de précision en termes de résultats. Alors voilà, on va pas s'amuser à donner 15 chiffres après parce que c'est pas spécialement utile. C'est pour ça que je disais que la HPLC, généralement, ça va très bien. Mais sur des matrices complexes, typiquement avec la MDMA, où il y a possiblement des résidus de synthèse, plein de colorants, des machins comme ça sur des extas. Du coup, là, ça permet d'avoir un système extrêmement sélectif. Donc, je sais pas, typiquement, si on a du saccharose dans les extas, puisqu'on a coupé avec du sucre, du coup, le sucre il va être détruit, pyrolysé, donc on va même pas le voir. Donc, bim, ça enlève déjà un truc. Et du coup, ça permet d'avoir en fait vraiment quelque chose de très sélectif pour certains, ce qu'on veut en fait. Et cette sélectivité-là, elle est assez précieuse en fait en analyse, parce que c'est assez cool. Voilà. Mais sinon, voilà, ça a pas mal de contraintes, la GCMS, c'est assez cher, c'est un peu trop sélectif parfois. Mais il y a moyen de. Si on maîtrise bien la machine, il y a moyen de faire des merveilles avec en fait. Du coup, voilà. Donc c'est utilisé, un peu moins utilisé, mais voilà. Mais la majorité du temps, ouais, genre, la GC fonctionne bien. C'est juste que c'est plus cher. Et ça donne une précision aussi et une sélectivité qui est tellement forte qu'on en a rarement besoin, honnêtement, pour de l'analyse de drogue. En tout cas, de drogue qu'on nous amène. Mais voilà, ça peut se faire, clairement. Et ça a beaucoup d'avantages aussi. Voilà. Mais c'est généralement complémentaire à la HPLC. C'est cool. Enfin, c'est pas mal d'avoir une HPLC et une GCMS. Genre, c'est vraiment le top du top. Comme ça, on peut avoir une énorme sélectivité avec la GCMS et sinon un système assez rapide et très versatile avec la HPLC. Donc, c'est des systèmes qui se complémentent très bien. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de labos qui achètent aussi les GCMS. Parce que pour certains types d'analyses, surtout dans le domaine médical et dans le domaine environnemental, c'est super utile d'avoir une GCMS. Voilà. Et puis on va vite passer sur la RMN. Voilà. Assez rapidement. Mais du coup, la RMN, qu'est-ce que la RMN RMN, du coup, pour. Ah ouais, si vous avez des questions aussi sur la GCMS quelconque, n'hésitez pas. Si tout va bien, je continue du coup sur la RMN. Mais voilà. Même après, n'hésitez pas à me couper. Par rapport à la RMN, du coup, résonance magnétique nucléaire, alors ça c'est une technique qui est relativement récente, c'est assez complexe. Du coup, je vais vraiment rapidement passer dessus. Vous allez voir, c'est assez rigolo, mais c'est particulier. En gros, qu'est-ce que c'est une RMN? Alors là, j'ai mis une image d'un mec dessus, c'est une RMN de 600 MHz, donc assez puissante quand même, ça va, vraiment pas dégueulasse. Et voilà. Ça ressemble à une petite boîte, enfin une petite, c'est un peu un euphémisme, mais une grosse boîte comme ça sur des piliers, et du coup en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc, alors on va après, mais en gros c'est un aimant qui tourne super vite. Et en fait ce qu'il y a tout en haut là, c'est un injecteur d'échantillons. Donc on met l'échantillon dans un tube et on va le foutre à l'intérieur de cet aimant et on va balancer en fait des ondes radio dessus. Et selon des propriétés réellement de physique quantique, voilà, je ne vais pas trop détailler ici. En fait, ça permet de récupérer des informations sur l'échantillon via ces ondes radio qui vont être modifiées en fait selon la nature de l'échantillon. Donc c'est qualitatif, c'est ultra qualitatif, c'est la méthode qualitative. Genre réellement, c'est la seule méthode qui va permettre de vous êtes dans le désert avec une RMN et on vous ramène une poudre. Et vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais on vous dit c'est un seul composé par contre, parce que c'est pas séparatif. Et voilà. Et vous pouvez savoir. Voilà. Et sans connexion internet, sans rien. En fait, genre le truc qui est cool avec la RMN, c'est que c'est vraiment une technique qui permet de comprendre la nature même de l'échantillon. Sans avoir besoin de ressources externes, de courbes de calibration, de trucs moches. Réellement, si vous avez une RMN, en fait, vous pouvez prendre des échantillons qui n'ont jamais été scannés par personne.
les scanner et refaire leur structure de A à Z, mais complète, vraiment. Donc c'est vachement cool pour ça, en fait. Elle est un peu hors compétition, en fait, la RMN, parce que c'est juste une technique qui est tellement, on va dire, entre guillemets, supérieure aux autres, que c'est juste enfin voilà, ça permet de résoudre en fait des structures complètes. L'infrarouge, on avait vu, peut faire ça un petit peu, on peut trouver quelques fonctions et tout, mais on va pas réussir généralement à trouver une fonction, une molécule complète avec juste de l'infrarouge sans avoir accès à des bases de données pour comparer des spectres. Mais avec la RMN on peut, et du coup c'est vachement bien. Voilà. Donc c'est qualitatif à 100%, c'est la méthode la plus qualitative qui existe parce que vous pouvez avoir littéralement toutes les liaisons dans la molécule avec ça. Et c'est du semi-quantitatif. Pourquoi semi-quantitatif? Un peu pareil que l'infrarouge. C'est pas trop prévu théoriquement pour faire des analyses quantitatives de base. Ça peut le faire, mais voilà, ça sera pas super précis et c'est utile en fait, généralement pour vérifier, typiquement c'est bien pour vérifier s'il y a des résidus de synthèse, des trucs qui n'ont pas réagi, des petites impuretés, des trucs comme ça va. Mais pour réellement faire du quantitatif sur des échantillons inconnus, ça va être un peu une galère. Voilà. C'est pas destructif, donc vous pouvez récupérer votre échantillon avant. Et il y a besoin de quantités extrêmement, je l'ai pas mis, mais il y a besoin de quantités ridiculement petites aussi pour le faire, donc c'est assez cool, un peu comme le GC. Mais voilà, l'AGC est quantitatif par contre, pas la RMN. Et c'est pas séparatif, j'ai mis par, mais c'est pas. Voilà. Comme je disais avant, vaut mieux utiliser des matrices assez simples, quand même avec la RMN, 1, 2, 3 molécules à la limite, vraiment, mais on en tirera le maximum avec une seule molécule. Voilà. Les prix, c'est cher, très 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 cher, parce qu'en fait ce truc, non seulement faut des aimants qui tournent dedans à des vitesses pas possibles, ça c'est une 600 MHz. Donc voilà, c'est des rotations extrêmes en termes de vitesse. Et du coup, le truc, c'est que aussi ça fonctionne généralement avec non pas de l'azote liquide, parce que l'azote liquide, c'est pas assez froid, généralement avec de l'hélium liquide. Qui est assez proche du zéro absolu. Donc en plus du coût de l'appareil qui varie effectivement selon la fréquence de l'aimant et du coup la puissance de résolution, on aura du coup un spectre, on aura des prix un peu entre 1 million et 5 millions pour l'appareil, et après effectivement faut encore le supplémenter en hélium liquide régulièrement, donc c'est vachement cher en fait. Ce qui fait que la majorité du temps il y a peut-être une, deux, peut-être 3 RMN par ville de taille à peu près standard. Voilà, généralement une dans une fac, généralement pour toute une université d'une ville qui se la partage, parce que voilà, c'est pas le genre de truc que tu t'amuses à acheter à double pour rien. Des fois, il y en a dans des hôpitaux si c'est des gros hôpitaux. Et puis voilà. Sinon, globalement, mais après, bien sûr, dans des industries, ils peuvent tout à fait utiliser des RMN pour faire pour vérifier des synthèses ou des trucs comme ça, des industries chimiques. Mais voilà, sinon vous n'allez pas les trouver dans des labos d'analytics standard, généralement ça se trouve pas, à moins qu'ils soient vraiment ultra spécialisés, très très déterminés, mais voilà, c'est des instruments qui sont ultra précis mais qu'on va pas utiliser pour n'importe quoi parce qu'ils sont ultra chers, non seulement à acheter, donc faut les amortir, mais en plus à utiliser parce que effectivement les liquides c'est cher et ça consomme aussi énormément. Les premières RMN qu'ils ont utilisées, et même les premières RMN que nous on avait, je sais qu'il y a un temps où ils les faisaient tourner en fait la nuit parce que l'apport en électricité n'était pas suffisant, et du coup s'ils faisaient tourner la RMN pendant que nous on avait nos cours, en fait ça faisait baisser en fait la luminosité, ou des fois ça éteignait carrément la fac. Du coup, ouais, effectivement, ça consomme vachement d'électricité. Voilà, après, là, ils ont changé du coup l'apport en électricité, donc ça peut tourner en même temps. C'était un peu bête. Mais voilà, il faut faire un peu. Ça consomme énormément d'électricité, de l'hélium liquide super cher, et la machine est super chère. Donc oui, c'est cher, c'est extrêmement cher. Et par contre, ouais, c'est méga qualitatif. Voilà. Ça peut distinguer les isomères et ça permet justement de découvrir en fait découvrir de façon ultra précise des molécules ex nihilo, donc que personne n'a analysé jusqu'à là. Vraiment, on vous fouille n'importe quelle molécule, ça va vous filer un spectre, et avec ce spectre, vous pouvez retracer la molécule complète. Donc c'est cool. Voilà. Un peu comme l'IR, effectivement, beaucoup plus puissant. Voilà, et comment ça marche rapidement, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais voilà, en fait, si vous voulez, ce qui se passe ici, c'est qu'on a ici la barre ici, qui est l'injecteur d'échantillon, donc la barre qu'on voit en haut là, avec le mec là,
qui est en train probablement de foutre un échantillon dedans ou de le récupérer, je sais pas trop. Voilà, il y a un petit système ici d'air comprimé généralement en bas pour faire descendre l'échantillon tout tranquille dans le tube. C'est assez futuristique, hein, c'est assez marrant. Voilà. Ensuite, là, on a en fait des réservoirs avec l'hélium liquide justement. Tout ça, du coup, toute la partie ici, c'est dans une chambre à vide, hein, parce qu'on n'a pas envie que le froid parte. Donc on va vraiment le garder sous vide sérieux. Voilà. Donc comme pour la GC, il faut aussi une pompe à vide, mais là c'est une pompe à vide vachement puissante. La GC aussi, mais voilà. Et ici on a aussi généralement de l'azote liquide en verre ici sur les côtés. Pourquoi? Parce que ça permet de diffuser un petit peu, d'éviter en fait que voilà, s'il y a des, ça coûte. En fait, l'hélium liquide est tellement cher que l'azote liquide il fait un peu office de protection entre guillemets. Si jamais il y a un peu de chaleur qui passe quand même, on espère que c'est un peu l'azote liquide qui va le choper et pas l'hélium, parce que l'hélium liquide ça coûte cher. Et faut vraiment le préserver à une température très très basse. Donc voilà, il y a ces sortes de protections autour avec de l'azote liquide et à l'intérieur de l'hélium liquide pour qu'il soit le plus refroidi possible. Et du coup c'est pour ça qu'ici on a un aimant, donc un aimant supraconducteur du coup qui refroidit ultra fort. Donc voilà, l'hélium liquide c'est à peu près c'est maximum à plus 5 Kelvin, encore si voilà. Donc c'est vraiment des températures très très proches du zéro absolu. Donc méga froid. Et du coup le système d'aimant il est comme ça en fait, on a des anneaux autour qui vont en fait créer un champ, voilà, autour de l'échantillon, donc un champ électromagnétique, et ensuite on a des petites ici, c'est juste une petite boucle qui est en fait un anneau pour enregistrer en fait des signaux. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va balancer des signaux radio. Donc voilà, ça a beau porter le nom de nucléaire, en fait, il n'y a pas grand chose de nucléaire là-dedans, à part ce que ça mesure en fait des noyaux d'atomes, mais il n'y a pas du tout de rayons gamma ou de trucs dangereux dedans en fait. C'est vraiment des techniques assez pupouses, à part qu'elles sont vraiment refroidies ultra fortement. Voilà. Mais sinon, globalement, effectivement, c'est rien de radioactif, en tout cas. Et du coup, voilà, en fait, on va balancer des ondes radio là-dedans, et vu qu'il y a l'aimant, en fait, ici, ça c'est un proton. Donc c'est une molécule d'hydrogène, mais il n'y a pas d'électron. Et en fait, vu qu'on va balancer une onde radio, ça va modifier comment il va tourner, et grâce à ça, ensuite le temps qu'il se remette en position, on peut le mesurer, et grâce à ce temps qu'il va prendre pour se remettre en position, on peut ensuite le traduire sur un graphique comme ça. Et en fait, vous pouvez voir qu'en fait, contrairement aux autres graphiques qu'on avait avant, ici en fait, chaque pic correspond à un proton, donc une molécule H. Un atome de H en fait sur une molécule. Et du coup là typiquement on en a un, on en a un autre, et vous pouvez voir qu'en fait chaque proton est lié en fait à un pic. Donc le pic A ici, c'est celui-là. Voilà. Et le C il est à côté, ils sont regroupés, voilà, mais le A et le C ils sont assez similaires. Et en fait ce qui se passe c'est que en fait, après en prenant la position et la forme en fait de ces pics, on peut reconstruire la molécule de A à Z. Voilà. Et du coup on peut réellement refaire en fait une molécule, la structure d'une molécule complète. On peut aussi le faire avec des protéines même, donc des monstres molécules. C'est pour ça que c'est pas mal utilisé aussi dans le milieu médical et dans la biologie aussi en fait, pour reconstruire des protéines entières. Ça peut se faire, c'est long, c'est compliqué, c'est pas super pratique, voilà. Le temps d'analyse un petit peu près, pour vous donner une idée, c'est méga variable, il y a différentes choses qu'on peut mesurer. La plus connue de la RMN, c'est de la RMN à proton, donc on va mesurer des molécules d'hydrogène. Ça c'est des temps d'analyse de l'ordre de variable 5-10 minutes par là. Et après il y a des autres types d'analyses où on va mesurer le carbone. Donc ça c'est aussi utile pour avoir plus d'informations, parce que là on peut théoriquement mesurer n'importe quel noyau. Mais genre on va s'occuper des hydrogènes et des carbone parce que c'est un peu les blocs de construction. Donc il y a d'autres types en fait avec le même appareil, il n'y a pas besoin de racheter un appareil. On peut utiliser on peut utiliser d'autres fréquences en fait pour après calculer en fait la position aussi plus ou moins approximative des noyaux de carbone. Par contre là c'est plus long, ça peut prendre 2-3 heures assez facilement. Voilà. Donc voilà. Vous avez j'ai fait ça un peu rapidement, on pourrait partir sur la physique quantique pendant 3 heures et ce serait très intéressant, mais je pense qu'on est pas mal. Du coup voilà, je sais pas s'il y a des questions sur la RMN ou sur tout le reste, parce que je pense qu'on a à peu près tout abordé. C'était pas trop la galère pour vous à suivre. Si j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'informations, parce que vu que je viens de réviser le truc, du coup j'ai plein de choses en tête. mais voilà.